Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Critflix. J'avais promis des rimes pour cette intro, donc je prends le risque. Une émission bien chargée pour ce début de fin d'année, un résumé complet du monde média bien accompagné, avec mon acolyte de toujours qui est présent depuis 6 ans, le grand David, même prénom mais pas le même sang. C'est officiel, je ne serai jamais rappeur, écrire en rime, vous l'entendez, c'est la lourdeur. Comment ça va? Ça fait peur. Comment ça va, mon cher acolyte? Eh bien, cher David, ô prince du Rio Borvo, quand je te vois, je me dis que tu es grand, fort et beau. Toi, l'as du podcast et Critflix, bientôt plus célèbre qu'Astérix. Non, voilà, j'aime bien improviser des trucs, mais bah des là, fois... t'improvises mieux que moi, parce que j'ai mis un quart d'heure à l'écrire, moi. D'accord. Eh bien, ça va très bien. C'est une émission qui va fourmiller de plein de petites news, plein de petites infos. Ouais. Ça va être une bien belle émission. Carrément. En cette veille de jour férié. On espère que si vous travaillez le samedi, du coup, vous pouvez vous reposer, vous pourrez vous reposer demain et que vous êtes déjà en train de préparer petit à petit. Cet entre-deux là, on a quitté Halloween, on approche de Noël et il y a 1000 choses à vous dire sur le cinéma, sur la télé. C'est trop bien. Oui, parce que justement, encore cette fois, on n'aura pas de sujet principal, mais on a tellement de choses à vous dire. On a fait le plein de news, de programmes télé, donc on va vous accompagner pour une petite heure, voire un peu plus. N'hésitez pas d'ailleurs, déjà, pendant l'écoute, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Critflix sur Twitter et Critflix Chronique sur Instagram et sur TikTok. On sera ravis de vous accueillir et de discuter avec vous, d'avoir vos commentaires sur le podcast. Mais que serait une émission, mon cher David? Et d'ailleurs, que serait une émission sans mon cher David? D'ailleurs, Alice nous demande comment va mon cher David. C'était la question qu'elle m'a posée. Du coup, j'ai demandé si les gens avaient des questions et elle me demandait comment tu allais. Donc, eh bien, je salue Alice, que je suis avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux et qui réagit souvent à mes petites stories quand ça parle de cinéma ou de choses comme ça. Et voilà, allez écouter aussi Bobincast. C'est très chouette. Complètement. Mais du coup, on va commencer avec nos recommandations. Et moi, je vais commencer avec une bien belle surprise que j'ai vue sur MyCanal. Oui, j'en profite parce que mon abonnement s'arrête bientôt. Bon, bah c'est comme ça. Et j'ai vu Creed 3. Ah ouais. T'as pas eu Critflix, mais j'ai vu Creed 3. C'est un film avec Michael B. Jordan. Il est réalisé par Michael B. Jordan et il interprète le rôle de Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, faut le savoir, puisque Creed c'est un spin-off. Oui. De Rocky, puisque dans le premier Creed, Sylvester Stallone reprenait du coup l'entraînement d'Adonis Creed pour lui apprendre la boxe, et dans cet opus, Adonis est parti à la retraite sur une victoire, il est devenu champion du monde, et il décide d'ouvrir du coup son propre club de boxe, et un ancien ami à lui sort de prison, et tente de renouer les liens, mais on se rend vite compte que quelque chose cloche avec cet ami. Il pourrait bien y retourner d'ailleurs, l'interprète de son ami. Ah oui, il va bientôt y retourner, oui d'ailleurs, c'est vrai que... Oui, puisque l'interprète de l'ami, c'est Jonathan Majors. Oui, ouais. On en a parlé la semaine dernière, effectivement, donc bientôt, peut-être, la réalité va-t-elle dépasser la fiction, on ne sait pas. Mais en tout cas, je voulais dire que j'avais le même sentiment que pour Equalizer 3, vous pouvez écouter notre podcast où on en parle, mais c'est un film qui prend son temps, je spoil pas, enfin si je spoil un peu, mais dans le film, tu n'as que 3 combats de boxe au final, sur 1h50, et le film est vraiment très bien, ça reste un drame plus qu'un film de boxe au final, et je trouve que les combats sont super bien filmé. Il y a un peu ce côté shonen, l'influence asiatique, aussi l'influence des réseaux sociaux où on a ces couleurs un peu néon, les caméras qui vont un petit peu dans tous les sens. J'adore les moments où ça frise en fait sur l'image, où il vise le point où va frapper Creed en fait au ralenti. C'est vraiment très très sympa. J'ai trouvé que c'était vraiment un film cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce que justement il n'y avait pas assez de sport, il n'y avait pas assez de boxe à l'intérieur, mais je trouve que le côté action qui est en retrait permet de faire avancer les personnages. Je suis vraiment très intéressé par cette femme en fait atteinte de surdité qui est obligée d'abandonner son travail et de se passionner pour autre chose. Leur fille finalement qui est déjà sourde et muette et qui est obligé d'apprendre, et lui qui fait le pas aussi, pour lui avoir une vie normale. Et alors un truc que j'ai remarqué, le casting est quasiment entièrement afro-américain, et ça fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a très très peu de personnes blanches dans le film, et ça prouve qu'on peut faire des films avec des personnes afro-américaines sans aucun problème, et qu'il y a pas de problème là-dedans. Donc voilà, j'ai trouvé Creed 3 vraiment très chouette. Et toi mon cher David, quelle est ta recommandation ? Alors, je vais en avoir 2 petites, ah oui, c'est vrai. Si tu m'y autorises. Je t'y autorise, parce que c'est toi. Hein. Alors, ma première recommandation, je pensais que ce serait le film Chair de poule que j'ai revu à l'occasion d'Halloween. Et en fait, c'était nul. Et non, c'était très bien, mais par contre, j'ai fait une grosse erreur, j'ai regardé Chair de poule 1
puis le 2 dans la foulée. On s'est fait, en amoureux, on se fait toujours notre soirée Halloween à la maison avec des films d'horreur, mais comme ma chère et tante n'aime pas trop les films qui font très peur, d'accord. Voilà. Et en fait, j'avais de bons souvenirs du 1 et du 2, et en fait, le 1, je me suis dit, il est vraiment très très cool. Vraiment très cool. Ouais. Et le 2, par contre, il ne tient pas du tout la comparaison, mince. et j'aurais jamais dû le regarder derrière. Donc, c'est ma 3e recommandation, vu que je voulais vous parler de Chair de Poule, mais qu'entre-temps, j'ai vu un film, je vais être un peu plus sérieux, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Sacerdoce, qui est un film documentaire réalisé par Damien Boyer, qui parle de la vie de prêtre. On suit dans ce film 5 prêtres, un jeune prêtre dans l'Ariège qui va dans une caravane, c'est assez marrant, il traverse les villages, il va toquer aux portes, il dit voilà je suis prêtre si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin, etc. On suit un autre prêtre, c'est très poignant, qui est à Manille et qui va aider des enfants qui essayent de les sortir des rues. Okay. Et notamment on suit tout le parcours d'un enfant dont la maman le brûlait avec ses cendres de cigarettes, il est tout acheté de partout parce qu'elle éteignait toujours ses cigarettes sur lui. C'est assez dur. On suit un prêtre, c'est un peu plus léger, qui veut absolument être champion de cyclisme parce qu'il y a une compétition de cyclisme pour prêtres et évêques d'ailleurs, enfin uniquement pour prêtres, et l'évêque de Saône-et-Loire est le seul évêque à y participer et il est super fort en vélo. Ça c'est la petite parenthèse, et puis voilà, on suit 2 ou 3 autres prêtres, et en fait ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce film documentaire, c'est que ça n'élude aucun sujet. Croyants ou non croyants, on a fait un très gros score d'entrée sur ce film-là, et avec notamment des personnes athées qui étaient là. Hein. C'est pas un film qui s'adresse aux croyants spécialement, mais ça nous parle de cette figure du prêtre qui est c'est toujours un rôle un peu à part, hein, avec ce célibat forcé, ce choix délibéré d'être célibataire, de ne jamais avoir d'enfants, de jamais fonder de famille, que l'on voit toujours d'un œil un peu particulier, au cœur aussi des scandales de l'Église et de la pédophilie, dont le film traite énormément aussi. D'accord. Les prêtres reviennent là-dessus. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que les prêtres se livrent et qu'on les voit vraiment comme des hommes en tant que tels. 2 exemples, hein, ce jeune prêtre qui sillonne l'Ariège. En fait, Face Camara, il va raconter qu'il y a quelques années, il est tombé fou amoureux d'une jeune femme de sa paroisse avec qui il a entretenu une relation amicale, et il s'est rendu compte qu'à un moment il est tombé amoureux d'elle et que ça l'a rendu malade, parce qu'évidemment il n'en a jamais parlé à cette jeune femme parce qu'il savait que c'était un amour impossible, et qu'il s'est même surpris à devenir hyper jaloux quand elle est tombée amoureuse de quelqu'un, et qu'il a vraiment failli quitter les ordres en se disant non, il faut que je suis amoureux d'elle, je veux y aller absolument. Et j'ai trouvé ça assez poignant parce qu'on entend assez rarement des prêtres parler de choses comme ça. Un autre prêtre qui va jusqu'à dire que pour lui il a dû entre guillemets se sevrer parce que c'était tellement dur le célibat qu'il allait voir des films érotiques sur son téléphone, qui lui arrivait de regarder pour décompresser, et parce qu'il explique que il reste un homme, un humain, et il a besoin de ressentir ce plaisir sexuel qu'il a réussi finalement à éluder et à ne pas le faire. Donc c'est vraiment des témoignages forts. On se dit il faut quand même oser dire ça devant une caméra et savoir qu'on va être vu par des centaines de milliers de personnes, parce que le film marche très bien. Et du coup j'ai vraiment été très, très touché par tous ces témoignages. Il y a des moments un peu plus légers, un peu plus drôles, mais voilà, je pense vraiment que si vous avez l'occasion de le voir, que vous soyez croyant ou pas, encore une fois, c'est un film qui est très très intéressant. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un livre aussi très sympa qui est sorti du Père Mathieu, que vous avez peut-être vu, c'est le curé star de TikTok et d'Instagram, qui s'appelle Les histoires de cœur d'un jeune curé, et qui raconte lui aussi être tombé amoureux, et que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver également. Et alors ma 2e recommandation, qui va te paraître peut-être un peu plus saugrenue, c'est je vous recommande en ce moment les téléfilms de Noël. C'est assez fou de vous dire ça, mais figurez-vous que, alors moi, vous le savez, puisque il y a le Credflix de Noël, vous nous suivez régulièrement, je suis un gros fan de Noël, la déco, le sapin, les guirlandes, les trucs... le programme télé, je suis à fond. Mais j'ai jamais été hyper fan des téléfilms de Noël, bizarrement. J'ai commencé d'en regarder seulement il y a 3-4 ans. C'est très Noël américain, quoi. Et en fait, c'est très Noël américain, puis en fait, j'avais la critique que tout le monde a, et qui est logique, que quelque part, c'est que je me disais, on en a vu un, on les a tous vus. Et là, j'aimerais dire que depuis 1 ou 2 ans, je trouve qu'il y a vraiment des histoires de Noël originales dans les téléfilms. Et j'en ai regardé 2, enfin j'en ai regardé 3 pour tout vous dire pendant ces vacances. On a regardé ça en amoureux un petit peu avant Halloween, même si parce que ils arrivent de plus en plus tôt. Et d'ailleurs les audiences, elles sont dingues. Hein. On vous l'a dit la semaine dernière, des fois ils font plus fort l'après-midi que le soir. C'est juste complètement fou. Et donc
j'en ai vu 2 que j'ai trouvé mais vraiment super bien. Le premier, c'est le tout premier qui a été passé, s'appelle Noël à tout prix. C'est une comédie romantique évidemment, mais c'est super drôle, c'est super bien joué, et vous le savez, il y a de plus en plus en ce moment, on en parlait souvent, d'acteurs célèbres qui vont dans ces téléfilms, souvent des acteurs issus de séries. Et donc là, dans celui-là, vous aviez 2 acteurs, alors pas hyper connus, mais vous aviez Peter Jacobson qui jouait Chris Taube dans Dr House. Alors David, il a l'image, il va pouvoir voir qui c'était. Ah oui, d'accord. Un des acolytes du Dr House. Et le deuxième personnage, je vais essayer de vous retrouver son nom tout de suite parce que c'est pas un nom qui est forcément très évident à retrouver, c'est Stephen Tobolowsky, qui n'est autre que Ned Ryerson dans Un jour sans fin. Je sais pas si ça vous parle, d'accord. Mais ce mec à qui Bill Murray met une grosse peigne tous les jours à chaque fois qu'il le... Enfin, à bout d'un moment quand il le voit, celui qui gueule Ned Ryerson, au début il l'évite, après il lui tape dessus, bref. Et alors ce Noël à tout prix, je me suis dit, il vaut largement des comédies romantiques qu'on a pu voir des fois en salle un peu moisies. D'accord. Parce que vraiment, c'était hyper drôle. Bon, c'était forcément touchant. Je me suis fait gagner par le romantisme. Et j'ai trouvé ça très cool. Mais surtout, mon gros coup de cœur, c'était pour Coup de foudre pour l'esprit de Noël. Alors ça, je vais vous dire, c'est un titre arraché par les cheveux parce que, en fait... Ça parle pas du tout de Noël, ça se passe à Pâques. Exactement. Ce qui est particulier, c'est que nous, du coup, c'est devenu presque un jeu. Il faut qu'il y ait Noël dans le titre. Alors que non, j'essaye de vous retrouver là le titre original de Coup de foudre pour l'esprit de Noël, c'est Ghost of Christmas Always. Et en fait, je vous raconte rapidement le speech. Ça a cartonné aux États-Unis quand c'est sorti l'année dernière. Et d'ailleurs, le personnage très connu de ce film, c'est Reginald VelJohnson. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est le papa dans la série, je crois que c'était La vie de famille avec Steve Urkel. Et c'est le meilleur pote de John McClane dans le premier Die Hard. C'est le flic qui est en bas de la tour. Ouais. Et donc, il est dans ce film. Et en fait, le principe, c'est que toutes les personnes qui meurent, je parle bien de mourir dans un téléfilm de Noël, un 25 décembre, deviennent des esprits. Et ils sont dans une sorte de grande entreprise qui doivent Scrooger les gens. C'est-à-dire, de la même manière que dans le Noël de Scrooge, dans le conte de Noël de Charles Dickens, ils deviennent soit fantômes des Noëls passés, soit fantômes des Noëls présents, soit fantômes des Noëls futurs, et ils vont voir des personnes radines pour les faire changer, et ils font ça une fois par an pour Noël, et s'ils y arrivent bien, eh ben, ils peuvent franchir une porte et aller au paradis, ou voire peut-être même revenir sur Terre s'ils le souhaitent. C'est uniquement pour les gens qui meurent à Noël. Et du coup, je trouve l'idée vachement originale. Carrément. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, en fait, dans ce film-là, ils tombent sur un mec qui est hyper généreux. Ils comprennent pas ce qui se passe mal. Par exemple, le fantôme des Noëls passés, il l'emmène, il dit « Ouais, regarde ce qu'il a fait dans le passé. » Et elle se rend compte que gamin, à 8 ans, il donnait ses cadeaux aux pauvres dans la rue. Alors il dit « Ouais, c'est quoi le pauvre ? C'est vachement bizarre, etc. » Et du coup, je trouve que les scénarios, en tout cas des téléfilms de Noël que j'ai vus récemment, pour ceux sortis en 2021 ou 2022, parce qu'il faut rappeler qu'on a 1 ou 2 ans d'écart avec les États-Unis, eh bien, je suis très agréablement surpris. Je vois des scénarios un peu originaux. Et du coup, ça me donne envie d'en voir plus. Et notamment TF1, il faut bien le dire, hein, pour l'instant M6 ne les diffuse pas encore, ça va arriver, les téléfilms de Noël sur M6, mais pas encore. Mais TF1 a un peu sorti le gros cachet pour prendre, on va dire, les plus emblématiques et les plus originaux. Ouais. Et du coup, j'ai revu aussi Prochain arrêt Noël, qui était passé l'année dernière avec le cast de Retour vers le futur, qui est, avec toutes ces histoires de voyage dans le temps, qui étaient quand même assez originaux. On est loin de l'époque où c'était... la nounou qui se retrouve à la cour d'un prince, qui doit s'occuper du petit, ou alors la jeune libraire qui retourne dans son village d'enfance et qui retombe sur son ami d'enfance, etc. Et d'ailleurs, ça nous a fait rire parce qu'avec Maëva, ma compagne, on en a revu un ancien. Et en fait, à chaque fois, ils sont dans les vieux, c'est vraiment, ils sont en couple avec quelqu'un, ça se passe mal, et ils ressortent avec leur meilleur ami d'enfance. Donc on s'est dit, bah en fait, si on est dans un téléfilm de Noël, on serait pas ensemble, là. On se séparerait parce qu'on s'est pas connus enfants. Enfin bref, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces téléfilms de Noël qui peuvent être des bonnes surprises. Et vraiment, celui-là, je le répète, c'est Coup de foudre pour l'esprit de Noël. Et celui-là était vraiment très très cool. Et c'est passé sur quelle chaîne ? C'était sur TF1, c'est passé le 30 octobre l'après-midi. Donc c'est lundi dernier. Encore accessible sur TF1 Replay. Et c'est en replay, ouais. Tous les téléfilms de Noël sont super. sur TF1 Replay. Sur MyTF1, ouais. Peut-être futur TF1, on en parlera plus tard. Nous emballons pas. Bref, en tout cas, c'est vraiment très sympa. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil si vous avez l'occasion. Et ben voilà, ça vous fait déjà 3 choses à aller voir, en plus de tous les autres films de Noël, du coup, qui sont accessibles sur toutes les plateformes. Hein. Maintenant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Si vous avez Canal, de toute façon, tout ça est sur
la même plateforme. Et si vous n'avez pas Canal, vous avez MyTF1, M6 Replay, ce genre de choses. 6play, ça s'appelle. 6play, ouais, tout à fait. 6play. Je suis pas sûr que vous ayez des téléfilms de Noël sur Arte TV, mais vous pouvez toujours tenter votre chance. Je ne pense pas, mais il y a quand même des trucs super chouettes, parce qu'il faut quand même rappeler que ça reste des téléfilms de Noël. Hein. Parce que j'en ai parlé l'autre jour à une amie qui me dit « Ah, mais ça me fait peur ce que tu me dis, moi j'aime bien quand c'est des petites comédies romantiques un peu basiques. » Il n'empêche qu'à la fin, ça reste léger et ça se finit toujours par un bisou, hein, je vous rassure. Mais c'est assez original et vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure dans la chronique télé, ou non, même dans les news, ça paye. Que du coup TF1, ils osent des trucs qu'ils avaient jamais fait auparavant. C'est ça. Eh ben écoute, voici nos recommandations, on va tout de suite passer à nos news du coup. Allez, c'est parti pour nos news, et puis du coup je vais commencer pour pouvoir vous parler du Royaume-Uni. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé finalement, on en parle d'ailleurs jamais, hein, je pense. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que les productions étaient impactées par les grèves et les fréquentations, par contre étaient en hausse depuis 2022, je vous explique. De nombreux tournages du coup de production cinématographique et audiovisuelle sur le sol anglais ont été arrêtés ou annulés. Ça représente quand même un recul de 46% des dépenses de ces productions. Tout ça est lié forcément aux grèves des scénaristes et aux grèves des acteurs, puisque pas mal de tournages sont faits directement en Angleterre pour des histoires de taxes ou même de demandes de lieux de tournage, de choses comme ça. Donc le nombre de tournages de longs métrages est également en baisse, avec seulement 129 au premier semestre contre 150 l'année dernière. Et le troisième trimestre est bien triste, mon cher David, puisqu'un seul film américain est en tournage. Est-ce que tu sais lequel ? Alors, je dirais bien que c'est David et David, la bromance Critflix. Non, c'est pas prévu. Commencez pas à écrire des fanfictions, ça va pas me plaire. Moi non plus. Ça va pas plaire à nos femmes non plus. C'est vrai. Mais non, c'est Sonic 3 qui a commencé son tournage. Ouais, parce que pour l'instant, ils ont pas besoin d'acteurs. Mais alors, transmission de pensée, connexion, c'est un des films dont je vais vous parlais dans le programme télé. Ah, mais c'est complètement fou, le 2 en tout cas, parce que le 3 passe pas à la télé, mais le 2 arrive sur Ciné+. Et je voulais vous en parler. Donc, oui, Sonic 3 avec Shadow. Et bah oui, voilà, exactement, puisqu'on apprend en fin de... J'espère qu'on vous spoil pas, mais on l'apprend dans une scène post-générique. Scène post-générique du 2, on l'aperçoit. Voilà. Exactement. Bon voilà, donc beaucoup de chiffres, hein, de toute façon, je vais pas m'étaler, mais à savoir que le cumul représente quand même une perte de 1 milliard de livres en tout sur l'exercice 2022-2023. Donc voilà. Mais en contrepartie, tout n'est pas si morose, puisque le cinéma anglais voit une remontada de ses fréquentations pour le second trimestre en 2023, supérieur à 2022. Donc ça veut dire que le troisième trimestre donc, est à 39,6 millions de spectateurs, c'est 36% de plus qu'en 2022, c'est surtout grâce à Barbie et Oppenheimer, on va pas se mentir. Barbie d'ailleurs qui a battu un record avec une distribution dans 796 cinémas. C'est un record absolu pour l'histoire du cinéma et de l'exploitation cinématographique en Angleterre, ce qui est énorme. Et le cinéma indépendant, par contre, est en berne avec seulement 3,7% des recettes. Les Anglais ne croient plus au cinéma indépendant, et comme dans beaucoup de pays avec les Anglais. J'ai dit quoi ? Les Français. Non, les Anglais. Nous, on y croit plutôt nous, on y croit encore beaucoup. Mais les Anglais, eux, n'y croient plus trop, malheureusement, à cause, encore une fois, de l'augmentation des tarifs des cinémas. Ils sont obligés de faire un choix. Ils vont vers des valeurs sûres. Et le cinéma indépendant est forcément légèrement mis de côté. Voilà pour ces nouvelles news en Angleterre. Ça fait un peu de peine. Mais bon, ça va revenir. On attend juste que les grèves s'arrêtent. Tout ça va redémarrer. Mais en attendant, ça fait quand même des emplois en moins, quoi. C'est sûr, et puis bon, c'est vrai que même si c'est plus l'Union Européenne, ça reste l'Europe, ça reste nos voisins, et du coup, c'est vrai que nous, on a quand même un système qui arrive à préserver relativement le cinéma, mais de leur côté, voilà, c'est un peu embêtant de voir ces chiffres-là. Tu parlais de Barbie d'ailleurs, à noter qu'il s'apprête à sortir bientôt en Blu-ray et en steelbook, et a priori, les précommandes seraient assez encourageantes, donc c'est chouette de se dire que les gens ont envie de voir ce Barbie. Ça veut dire que ils croient encore au physique, quoi. Oui, bien sûr. En physique, en Blu-ray physique. Au format physique. On pourrait en parler parce que c'est vrai que... Pas le physique de Barbie. Oui, évidemment. mais ouais. Et j'ai même des proches, notamment mon petit frère, pour ne pas le citer, qui, venant d'avoir un bébé, n'a pas pu aller au cinéma. Il m'a dit, je me suis précommandé Barbie. Il dit, autant Oppenheimer, je vais attendre de voir sur Canal, vraiment, si je l'aime, etc. Mais dit Barbie... je me dis c'est presque une valeur. Je me dis voilà, ça va être chouette de l'avoir dans la collection ou autre. Complètement. Donc voilà, on sait que la vie des Blu-ray est pas forcément en ce moment très simple. On sait que le format physique, voilà. Sera-t-il encore là dans 10 ans par exemple ? Ça, c'est une bonne question. Je m'auto-congratule, je pose une bonne question, que voulez-vous messieurs dames. Mais bon, à réfléchir en tout cas. Visiblement, les gens précommandent beaucoup Barbie et ça c'est cool. En tout cas, moi j'ai eu la preuve hier soir que le Blu-ray c'est quand même
quelque chose d'extraordinaire dans une vidéothèque chez soi, puisque j'ai ressorti enfin des cartons, tous mes Blu-ray, j'ai pu les mettre dans l'armoire, et la première chose qu'ont dit mes enfants en rentrant, c'est « Ah, il y a tout qui est sorti, c'est trop bien !» Et donc, du coup, ils ont fouillé dans les Blu-ray. Première chose qu'ils ont fait, ils ont regardé Harry Potter en Blu-ray, alors que ça passe tous les mardis à la télé, parce qu'ils ont enfin pu prendre la petite galette et la mettre dans le lecteur pour lire le film. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir une vision directe sur les films qu'on a dans une bibliothèque, ou dans une ludothèque, ou dans une vidéothèque, plutôt que de devoir fouiller sur les plateformes. Évidemment. On ne vous le dira jamais assez. Rien à voir, mais il paraît que tu es prof d'histoire, mon cher David. Géo aussi. Hein. Histoire, géographie, éducation morale et civique. Voilà. C'est ma formation de base, même si cette année j'enseigne aussi un peu le français. Ah bah donc, tiens. Voilà. Et est-ce que tu pourras apprendre le français à Ridley Scott, parce qu'il paraît qu'il est en rogne contre les profs d'histoire? Alors, il est en rogne contre les profs d'histoire, mais moi je suis pas en rogne contre lui, parce que je l'aime bien d'habitude, ce brave Ridley Scott. Mais alors c'est vrai que pour moi il n'a ni tort ni raison. Il y a une vraie polémique dans le monde des historiens à cause de la bande-annonce de Napoléon, dans lequel on le voit par exemple tirer au canon sur les pyramides. Bon. Oui. Dans lequel on le voit présent lors de la décapitation de Marie-Antoinette en 1793, qui d'ailleurs a la tête rasée dans le film avant sa décapitation. Pourquoi? Pour qui? On le voit aussi avec une femme plus jeune que lui, alors que Joséphine de Beauharnais, à chair et tendre, avait 6 ans de plus, je crois. Donc il y a beaucoup d'erreurs historiques dans ce film, mais comme dans tout un tas d'autres films historiques. Et donc il y a un historien qui s'appelle Dan Snow, qui est un peu l'historien star de la télé, hein. Il est souvent Première nous le rappelle, hein. Tout ce que je vous dis vient du journal Première. Il paraît qu'il ne sait rien. Où il dit que effectivement il critique beaucoup Ridley Scott en disant que c'est pas quelque chose d'historiquement viable, et Ridley Scott lui a répondu simplement une très jolie phrase, très poétique, que tu aurais pu mettre dans ton introduction. Il lui a juste dit mais achète-toi une vie. Voilà, mais achète-toi une vie. Et après il va développer en disant qu'il demande aux historiens de laisser son film tranquille, de ne pas le torpiller pour ses exactitudes. Et d'ailleurs, Joaquin Phoenix avait déjà parlé là-dessus, à ce sujet, en disant « Si vous voulez vraiment comprendre Napoléon, alors vous devriez probablement étudier et lire vous-même, parce que si vous voyez ce film, c'est cette expérience racontée à travers les yeux de Ridley. » Alors, quelque part, il a raison. Je suis d'accord. Un film, sauf si c'est un film documentaire, c'est toujours une œuvre de fiction. Bien sûr. C'est toujours une œuvre de fiction. Ça fait plusieurs fois qu'on le rappelle. Et après, concernant les films historiques, eh ben, je vais vous parler par exemple, alors on oublie tout de suite le personnage de Roman Polanski qui a fait les horreurs qu'on sait, mais j'accuse, moi qui avais particulièrement étudié l'affaire Dreyfus au moment de mes études, j'accuse, d'un point de vue véracité historique, c'était quand même pas mal du tout. Ouais. Il y a des films comme par exemple Le Tigre et le Président, que j'ai vu très récemment sur Canal, qui raconte l'histoire incroyable d'un des présidents de la République les plus dingues, enfin dingue à tous les sens du terme, il est incroyable, c'est génial que ce président de la République qui n'a régné que 6 mois ait eu droit à un film. Oui. Mais c'est ce président qui s'est perdu en train, voilà, c'est ça. Qui s'est perdu en train, et d'ailleurs le réalisateur a fait ce film pour qu'on ne dise pas de lui, simplement qu'il est celui qui s'est perdu en train, puisqu'en fait 20-25 ans avant, il était pour le droit de vote des femmes, pour que les pauvres puissent participer à la vie démocratique, bref. Mais il y a beaucoup de largesse historique un peu rigolote. Donc voilà, effectivement, quand vous voyez un film historique, vous n'assistez pas à un cours d'histoire. Mais justement, et c'est là où pour moi le bas blesse, c'est que beaucoup de gens prennent ça quand même pour argent comptant, et en sortant ils vont dire « Oh là là, tu savais que Napoléon il sortait avec une fille vachement plus jeune » ou « Tu savais que Marie-Antoinette elle s'est rasé les cheveux ?» Donc moi je suis très partagé, parce que je suis fou de cinéma et parce que j'ai fait des études d'histoire et que j'adore ça. Je me dis que nous avons... Je parle de toi et moi, et plein de gens ont le recul suffisant pour se dire on ne vient pas voir, on vient voir une œuvre de fiction malgré tout. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Comme quand on voit en début de film, ce film est inspiré de faits réels. Il y a quelque chose d'important dans la phrase, c'est le mot inspiré. On ne vous dit pas ce film est l'exacte copie de ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens, voyant ce film est inspiré de faits réels, vont se dire ah bah c'est un truc vrai et tout est vrai dedans. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un débat vaste en fait. Mais c'est vrai que sur les histoires récentes, on met souvent inspiré de faits réels. Et là, c'est vrai que sur les choses qui sont un petit peu plus anciennes, d'après une histoire vraie qu'on mettait avant. Tout à fait. Donc inspiré de faits réels, ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand ça concerne la grande histoire comme celle de Napoléon, c'est vrai que mettre inspiré de faits réels, ça paraît presque trop, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, bon. Mais c'est vrai que
tous ces films-là, ces films historiques, ça représente une porte d'entrée pour beaucoup de monde qui ne s'y connaît pas en histoire. Et le problème, c'est à quel point tu rentres dans cette porte, c'est à quel point tu rentres dans la pièce. Est-ce que tu restes au seuil, tu regardes un petit peu en disant ok, j'ai quelques points, si ça m'intéresse, je peux aller fouiller pour voir si c'est vrai ou pas, ou est-ce que tu rentres carrément dedans et comme tu le dis, tu te laisses avoir par le film et quand tu sors, tu prends ça pour des faits réels et à ce moment-là, tu es aveuglé par la vision du réalisateur. C'est toujours très compliqué. En soi, dans tous les cas, comme tu le dis, un film, quand vous allez le voir, hormis si c'est un documentaire et que c'est noté sur le synopsis, vous avez affaire à une œuvre de fiction qui ne peut reprendre à l'exact les faits qui se sont écoulés, puisque de toute façon, personne n'était là. Je veux dire, Napoléon, à part les écrits qui nous restent, il reste plus grand monde qui pourrait... Ah bah oui, alors c'est vrai qu'à moins d'avoir quelqu'un de 250 ans dans votre entourage... C'est ça. Mais par contre, visiblement, ce qui est un peu frustrant, c'est que... Alors, je l'ai pas vu, hein, mais c'est ce que nous dit l'article, et notamment aussi le journal Le New Yorker. Visiblement, la bataille de Waterloo... ça a été filmé sur 5 jours et ça a été reproduit de manière hyper précise. Ah oui. Alors pourquoi faire hyper gaffe? Alors vrai, là c'est très visuel sans doute, mais il paraît que sur la bataille de Waterloo, il n'a pas voulu qu'il y ait une seule chose qu'on puisse lui reprocher qui ne soit pas vraie. Mais par contre, sur d'autres choses, il a pris des largesses. Après Ridley Scott, il aime bien faire parler de lui. Il faut dire ce qui est, avec ses multiples versions de Blade Runner, avec son éviction d'Alien, et le fait qu'il n'approuve plus les films Alien. Il y a beaucoup de choses où il essaye de. Et moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Et alors, c'est vrai qu'à la fin de et justement, le magazine Première nous le dit, et ça me fait assez sourire, c'est que y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ce Napoléon, et notamment grâce à Joaquin Phoenix, pourrait être un des favoris pour l'Oscar du meilleur film. Bien sûr. Qu'il n'a jamais eu. Ridley Scott, et du coup il y a un journaliste qui lui dit, et du coup est-ce que vous pensez que... Pour Gladiator, il a pas eu l'Oscar pour Gladiator Ah c'est peut-être, non, c'est lui, il a eu l'Oscar en tant qu'acteur, Russell Crowe, mais pas pour le réalisateur, et donc le journaliste lui dit, est-ce que malgré ces erreurs historiques, ça vous paraît suffisant, tout ce qui est autour de ce film, pour être enfin dans la course à l'Oscar? Et il répond, vous savez, je n'ai pas encore reçu un seul Oscar de ma vie, donc si jamais j'en ai un, je dirais, eh ben putain, il était temps. Voilà, donc c'est Ridley Scott. Quoi. Voilà, finalement, c'était le joli mot de la fin, quoi. Donc Ridley Scott, dans tous les cas, le film sort là, au mois de novembre. Il sera disponible un peu plus tard sur Apple TV+, mais il faudra qu'il passe par toutes les fenêtres de la chronologie des médias. Et encore une fois, on vous invite à aller le voir au cinéma, comme Killers of the Flower Moon, puisque ces films qui auraient dû se retrouver sur des plateformes sont finalement au cinéma. On peut remercier d'ailleurs Apple, puisque c'est le deuxième film Apple à accepter la chronologie des médias française, et donc de n'être que dans 17 mois sur la plateforme, comme à l'inverse par exemple d'Avalonia, qui n'avait pas eu sa chance au cinéma chez Disney. Ni Disney, ni Apple TV+, pour moi, on part chez Universal, qui a daté 2 films qui vont, à mon avis, nous faire plaisir ou nous faire tiquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier, ce sera un live action, ce sera pour le 11 juin 2025, et ce sera... Un live action chez Universal. Un film Jurassic Park, Retour vers le futur. Tiré d'une grosse licence de chez eux, mais animé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en animation chez Universal? Ils ont un gros studio qui s'appelle DreamWorks. Et ils ont aussi tout ce qui est les Mignons, tout ça, c'est Universal aussi. Ouais, mais ça va être difficile de faire un live action les Mignons. Non, mais un live action Mario peut-être. Non, alors ils ont DreamWorks. Ah, c'est le fameux dragon dont on a tant parlé. Ça y est, c'est daté. Aïe, ici, ma chère et tendre nous écoute. Je ne sais pas ce qu'elle fait et j'espère qu'elle le fait, mais on s'est acheté. J'espère qu'elle nous écoute parce que mince, je pars pas de la maison une fois par semaine pour pas que tu m'écoutes. Non, on s'est acheté cet été le coffret Blu-ray Dragon et on les a revus et moi j'ai un petit peu de mal des fois avec les ça peut être fou mais on ne s'en sortirait pas si je débattais là-dessus, mais j'ai parfois un peu de mal moi avec les films historiques au cinéma. On vient d'en parler parce que moi l'histoire, comme je l'ai étudiée, comme j'ai travaillé dessus, pour moi c'est comme un roman. Je veux dire, c'est peut-être un peu bête, mais un roman, quand on le voit adapté à l'écran, on se dit, ah bah mince, moi je l'imaginais pas comme ça, le personnage principal. Et moi du coup, c'est vrai que déjà tout ce qui est historique, ça me fait pareil. Quand j'ai étudié un personnage, ça me fait bizarre de le voir à l'écran. Et c'est vrai que Dragon, alors c'est pas historique effectivement, mais ce côté viking, c'est pas un film vers lequel je me tournerais spécialement. Et en plus, j'ai un peu de mal avec l'heroic fantasy. Et ben pourtant j'adore les films Dragon, c'est super cool. Donc live action, ça fait un petit peu peur, mais à voir. Alors si ça peut t'aider au niveau chronologie et histoire, mon fils regarde la série Les 9 Royaumes qui a l'air de se passer dans le futur. Ça s'appelle Les 9 Royaumes, je crois, c'est ça. Est-ce qu'il la regarde sur DreamWorks TV? Non, c'est pas lui qui fait les audiences de DreamWorks TV. Je savais même pas que ça existait. Et vous non plus, vous venez peut-être de l'apprendre si vous n'avez pas écouté le dernier podcast. Non, mais pour ça, il regarde ça sur Oku. Ou sur France 4 au choix, mais pour dire qu'en fait on apprend que finalement ça se passe peut-être pas sur Terre,
Ça se passe peut-être dans sur une autre planète, puisque cette planète futuriste de la série animée en fait se voit inscrire des gravures en fait qui ressemblent étrangement au personnage du premier dragon. Mais voilà, tout ça sera expliqué dans d'autres saisons, si j'ai bien compris, puisque je suivais à moitié en faisant la vaisselle, puisque c'est pas mon fils qui fait la vaisselle, lui il regarde la télé pendant que je fais le ménage, ce qui est bien normal. Le deuxième film, c'est un film par contre qui va te faire plaisir, c'est un numéro 2, ça sort le 25 juin 2025 et on en a parlé récemment si je ne me trompe pas, puisqu'on avait dit qu'on aimait beaucoup ça. On aimait beaucoup l'acteur en fait qui avait joué dedans. C'était un film surprise, un film d'horreur surprise que tu avais beaucoup apprécié. D'horreur surprise. Ouais, où l'acteur principal joue un méchant, pour une fois on n'a pas l'habitude de le voir en méchant. Oh, dis-moi pas que c'est Violent Night. Ah non, dommage, mais t'es pas loin, ce sera Black Phone 2. Ah oui. Black Phone 2, avec le premier Black Phone qui avait une très bonne... que j'ai découvert sur My Canal. Voilà, c'est ça, un très bon synopsis pour Black Phone 2, hein, avec ce petit garçon qui se fait aider par les fantômes du passé qui avait tué l'homme qui le séquestre. Original, ouais. C'était très original et c'était vraiment très sympa. C'était pas à proprement parler un film d'horreur, on est plus sur du drame fantastique. C'était vraiment quelque chose de très plaisant à regarder. Donc Black Phone 2, 25 juin 2025. Chouette. Donc voilà, je suis très content de ces deux dates là. Universal qui vient d'annoncer ça en espérant qu'il n'y ait ni report ni annulation sur ces films-là. Moi, le live-action de chez Dragon, finalement, je le vois un petit peu comme un train de retard sur Disney qui fait ses live-action. Là, DreamWorks utilise ses licences à succès pour essayer de faire quelque chose. Peut-être qu'avec les effets spéciaux qu'on arrive à faire maintenant, on arrivera à quelque chose d'à peu près propre. On le verra, on verra ça un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on a le temps d'ici 2025. Exactement, on a le temps d'ici 2025. Et du coup, puisque j'ai moi-même cité Violent Night, est-ce que tu me permets de me rebondir dessus et de revenir là-dessus, puisque figurez-vous que Violent Night, ça peut être assez surprenant, mais le film est sorti en Blu-ray et il a bien marché en Blu-ray. Et du coup, alors je ne sais plus qui est le distributeur du film. Est-ce que je pense que c'est d'Universal. C'est d'Universal aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et bien du coup, ils ont décidé de le sortir en édition collector Steelbook 4K et de le sortir là fin novembre, début décembre pour les fêtes de Noël. C'est trop bien. Et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu qu'un regret, c'est de l'avoir vu après Noël du coup. Je l'avais vu en janvier, mais comme ma chérie ne l'a pas vu, j'ai décidé que j'achèterais ce Steelbook 4K et qu'on pourrait le mater ensemble au moment de Noël cette année. Clairement. Parce que il est vraiment... Je m'attendais à une espèce de film d'horreur un peu bof et en fait non, c'était vraiment très... T'as un lecteur 4K toi? Non, mais j'ai une PlayStation 4. Ah oui, il y a toujours le 1080p dans le... Il y a quand même toujours maintenant, ils vendent quand même les deux. En même je n'ai temps. pas de télé 4K. D'ailleurs, j'aimerais bien que les audiences Netflix me permettent d'en acheter une. Voilà, s'il vous plaît, multiplié par toujours 850 000. Bon, en tout cas, pour l'instant, on gagne pas d'argent, mais vous pouvez toujours nous soutenir de toute façon en parlant de nous autour de vous et en parlant de nous sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas vraiment à partager. On a besoin de faire des vues. Bon, on a besoin. On aimerait bien. Parce que voilà, on sait que les gens qui nous écoutent aiment bien ce qu'on fait, donc c'est vrai que finalement, si on pouvait avoir d'autres personnes qui aiment bien ce qu'on fait, on serait content d'avoir d'autres personnes qui aiment bien ce qu'on fait, puisque nous, on aime bien ce qu'on fait de toute façon. J'aime bien ce qu'on fait, oui. Voilà. Mais en attendant, TF1, il aime pas ce qu'il fait comme audience. Ben non, ils aiment pas ce qu'ils font comme audience. Et oui, ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font. Je vais apprendre à parler alors, français. Ils aiment surtout pas ce qu'ils font le mercredi soir. On y viendra tout à l'heure, mais c'est une news très brève, mais pour New Amsterdam, qui ne marche pas du tout. On est en dessous des 2 millions de téléspectateurs, ça pique. Et du coup, TF1 a pris la décision radicale d'augmenter son rythme de diffusion. Comme il l'avait fait pour Grey's Anatomy. Ouais, voilà. Dès le 29 novembre, en fait, ils vont passer de 3 à 4 inédits par mercredi. Ce qui veut dire que la soirée New Amsterdam va se terminer à minuit 30. Déjà là, c'est 23h40. Mais c'est vrai que je pense surtout aux téléspectateurs. Souvent, les téléspectateurs, en plus de séries un petit peu comme ça, médicales, c'est parfois aussi des personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec le replay, qui n'iront pas voir ça. Et du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est que ça fait une fin de diffusion le 27 décembre, pendant les vacances. Donc moi je me dis c'est pas impossible qui gonflent encore un peu plus leur rythme de diffusion pour en diffuser plus sur la fin, genre peut-être 5 épisodes les 2 dernières fois, pourquoi pas, ou alors d'interrompre la diffusion pendant les vacances. Et du coup pas de saison 4. Mais en tout cas je pense que la saison suivante ne sera effectivement pas en prime sur TF1. Bon, écoute, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On va finir de mon côté au niveau des news, après on pourra discuter d'Étienne. Je voulais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma et rien à voir avec la télé. Je voulais vous parler de Game France. Est-ce que vous savez ce que c'est que Game France? Absolument pas, puisque ça vient d'être lancé à la Paris Games Week. Le CNC a fait une table ronde avec tous les acteurs du monde du jeu vidéo français. Il a créé Game France, une marque qui va nous représenter à l'étranger. Alors,
loin de l'idée pour eux de vendre quelque chose comme Unifrance qui vend énormément de films à l'étranger, par exemple pour le cinéma, sous une même bannière. Là, le but n'est pas de vendre, mais de faire de l'attractivité, c'est-à-dire de vendre le jeu vidéo à la française, mais à l'étranger. Donc faire venir des personnes qui pourront faire des jeux vidéo en France, ou alors de vendre des systèmes, ou vendre des licences, ou que des studios puissent s'entendre avec d'autres studios à l'étranger, tout ça sous une même bannière, celle de Game France, et encore une fois avec un soutien du CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Audiovisuel, si je me trompe pas. Du cinéma et de l'image. Et de l'image, c'est ça. Et de l'image animée, voilà, c'est ça, exactement, bien vu. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est une news très courte, mais je trouve ça hyper intéressant que le CNC s'investisse à fond dans le jeu vidéo. Alors on va encore crier, dire oui, ça va être pris sous la coupe de l'État, etc. Encore une fois, le CNC est complètement indépendant, enfin pas complètement, mais en grande partie indépendant de l'État, puisque ce sont les taxes des salles de cinéma et des jeux vidéo justement qui financent le CNC. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa comme principe, puisqu'encore une fois, au lieu d'être éparpillé partout, au lieu de se faire concurrence, on va avoir une seule et même exposition dans les grands salons qui maintenant commencent tout doucement à disparaître. On sait que le 3 a été annulé, c'est la Gamescom maintenant qui est un petit peu le seul gros salon événementiel. Il y a la Paris Games Week, mais qui est un petit peu plus pour le grand public. Donc voilà, c'est vrai que je suis quand même content qu'on ait ce Game France qui existe. Voilà, c'est une petite news comme ça. Avant de parler de tes news à toi, qui concernent bien entendu la journée téléfilm de Noël et les records de TMC. Ouais, alors record d'audience de TMC, c'est assez incroyable. Le dimanche 5 novembre, donc c'est assez récent. Puisque c'était pour vous c'était il y a une semaine, pour nous c'était avant-hier. Bien sûr. TMC a réalisé des performances incroyables, en moyenne 5,1% du public, seulement 2% derrière France 3. C'est des audiences absolument incroyables. Donc là on parle en journée. En journée, ouais. Ça a été sa meilleure journée, on parle que de journée, de l'année, grâce au téléfilm de Noël. C'est fou. Le site OZAP nous propose en plus nous décortique les audiences, puisqu'il faut rappeler que les audiences médiamétrie, nous, on n'y a pas accès aux courbes exactes, et là, il les décortique pour nous, et c'est passionnant, parce que, quand même, France 3, il y a 7%, TMC à 5,1%, et du coup, elle écrase tout sur son passage, sur le reste de la TNT, et la dernière fois que TMC avait été aussi forte, eh bien, je vous le donne en mille, c'était avec des téléfilms de Noël, le 25 décembre 2022. C'est fou. Et parce que, visiblement, beaucoup de personnes seules ont trouvé du réconfort devant TMC ce jour-là, le jour de Noël. Forcément. Et alors là, attention, tenez-vous bien, en général, le dimanche, il y a plutôt New York Police Judiciaire, il y a plutôt le Mentaliste, il y a plutôt les experts, il y a plutôt les mystères de l'amour, mais alors là, je vais vous décortiquer cette journée incroyable, et ça commence très tôt, et j'adore l'idée, ça commence Tu nous avais parlé la semaine dernière, tu nous avais pas fait le listing. Oui, je vous avais parlé un peu de tout ce qui allait passer ce jour-là. Ça commence à 8h23 du matin. Il y avait quand même 243 000 personnes qui, à 8h23, étaient devant la télé pour regarder un duo d'enfer pour Noël. Ça fait 5,9% de l'ensemble du public, et presque 10% des FRDA qui étaient devant. Alors là, par contre, je pense qu'on parle de vieux téléfilms de Noël qui ont déjà quelques années. Je sais pas s'ils sont très bien, je ne les ai pas vus. Ça n'entre pas dans ma recommandation. On rappelle que 5,9%, c'est énorme comparé au nombre de chaînes qu'il existe, parce que c'est pas seulement du pourcentage sur les 27 chaînes de la TNT. Oui. On parle de tout, Mediamat inclus. Donc vous savez ce que c'est Mediamat si vous nous écoutez. Ce sont les chaînes du satellite et des box. Donc 5%, c'est quand même énorme vu le nombre de chaînes qu'il existe. Et c'est ça. Et entre 10h08 et 11h42, deuxième film, L'Héritage de Noël, on passe à 465 000 téléspectateurs, donc 7,7% du public et 14% des FRDA. Ensuite, dans la foulée, une romance de Noël, en sucre d'orge, bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le complément d'objet direct, c'est 548 000 téléspectateurs, donc on monte en nombre de spectateurs, on baisse un petit peu en part de public, parce que on descend à 4,6% du public. Pourquoi est-ce qu'on baisse ? Parce qu'on est entre 11h50 et 13h25, que les gens regardent les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, et les JT. Mais alors après, l'après-midi, c'est hallucinante, comme le dit OZAP, elle est encore plus puissante, puisque entre 13h39 et 15h14, on a 932 000 téléspectateurs qui ont regardé les biscuits préférés du Père Noël. 7,6% du public et 8,8% des FRDA. Mais alors là, ils font péter le record entre 15h25 et 17h. 15h25 et 17h, c'est L'Héritière de Noël. 1,19 million de téléspectateurs, soit 11% du public.
et 13% des FRDA. Il faut rappeler que TF1 diffuse des reportages le dimanche après-midi. Du coup, ils mettent les anciens téléfilms de Noël sur TMC et ça cartonnissime. Donc on est d'accord qu'un Français sur 10 qui était en train de regarder la télévision à ce moment-là, regardez TMC à ce moment-là. Avec donc l'héritière de Noël. Et enfin, la journée s'est terminée avec Noël sous un ciel étoilé, le 6e téléfilm qui était un petit peu en baisse, puisqu'on est passé de 1,19 million à 1,05 million, mais on est encore au-dessus du million. Ce qui est fou. Pour TMC, en journée, en plein après-midi, ouais. Entre 17h09 et 18h43. Et il y a une très bonne remarque de Benji Media sur Twitter, qui est un compte vraiment média qu'on aime beaucoup et qu'on vous conseille de suivre, qui dit « C'est incroyable », mais il annonce, alors on va voir si c'est vrai, qu'ils feront sans doute mieux le 26 novembre, puisqu'il y aura toujours des téléfilms de 9h10 à 18h55, et qu'en plus, ce dimanche-là, dimanche dernier, en prime, le dimanche 5 novembre, c'est vrai que le prime, on y viendra tout à l'heure dans les audiences, mais c'était New York Police Judiciaire. C'était certes des inédits, mais c'était pas quelque chose de très puissant, mais le 26 novembre, vous aurez de 9h10 à 18h55 encore tous ces téléfilms, et en plus le dîner de cons en prime sur TMC, que TF1 va donc déplacer de sa case sur TMC, donc les gens pourraient bloquer sur TMC la journée. Ouais, ils pourraient vraiment bloquer toute la journée sur TMC ce jour-là. Donc je pense qu'on vous en reparlera cette semaine-là, puisqu'il y aura juste en fait finalement les mystères de l'amour qui ne seront pas du téléfilm ou du film, mais une série. Donc j'adore l'idée. Ouais, tout ça a donné des idées à TF1. Et ça aussi, c'est assez incroyable ce que je vais vous raconter. J'en profite, je rebondis moi-même sur ma news encore une fois. Pour vous expliquer aussi en attendant que si vous n'avez pas compris ce qu'était le FRDA, puisque vous nous écoutez peut-être pour la première fois, vas-y. C'est la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Ouais. C'est ça. Hein. Donc du coup, c'est la personne la plus représentative devant la télévision en plein après-midi. C'est celle qui attire le plus les annonceurs. Parce que c'est la personne qui fait le plus les courses en fait. Et du coup, qui donne envie aux gens de... D'ailleurs, c'est un peu... Normalement, on est censé dire PRDA, non ? C'est pas la personne responsable c'est bien la femme. Hein. C'est ça, ça reste la femme pour l'instant. On disait la ménagère de moins de 50 ans. Ouais, c'est ça. Mais alors, tenez-vous bien, le 27 novembre, le lendemain, c'est un lundi, alors j'aurai l'occasion de vous en reparler le 27, de ce 27 novembre, quand on prendra le programme télé, mais c'est dans longtemps. TF1 va diffuser 5 téléfilms de Noël. TF1. Putain. 14h, un inédit, une famille surprise pour Noël. Alors il faut savoir que c'est pareil tous les après-midi, hein. Je résume, 14h, un inédit, 15h40, un de l'année dernière. C'est pour ça qu'on a revu là récemment le fameux Chouchou c'est Noël. Destination Noël. J'ai oublié le titre. Oui, je sais plus. Non, ça devait être... un truc comme ça, non ? C'était pas ça ? Ouais. Prochain arrêt Noël, Prochain arrêt Noël. À 15h40. Donc on va avoir une famille surprise pour Noël à 14h. À 15h40, sauver une vie pour Noël en rediff de l'année dernière. Et attention, 21h10, 3 frères, Noël et un couffin. En prime time, un téléfilm de Noël. Alors, il l'avait déjà fait l'année dernière, souvenez-vous, on en avait parlé avec Suzanne et Mike Delfino, Terry Hatcher et James Denton, de Desperate Housewives. Mais là, j'ai regardé le casting, ce ne sont pas des acteurs spécialement connus. C'est pas le gros téléfilm emblématique de l'année, mais visiblement, chez TF1, c'est un de ceux qu'on a préféré, et on s'est dit, celui-là, on le tente en prime time. Le titre est, excusez-moi de l'expression, le titre est putaclic quand même. Hein. 3 frères, Noël et un couffin. Effectivement, ouais, c'est un mélange des 3 frères, des 3 garçons et un couffin. Ouais. Et ensuite, à 22h55, un inédit, deuxième partie de soirée, coup de foudre chez le Père Noël. Et à minuit 45, on va terminer avec Noël à Maple Valley, qui apparemment était très bien noté. Et je ne l'ai pas vu, ça doit être celui au moment où on enregistre qui est passé hier. Ou cet après-midi. Donc soit le 6 ou le 7 novembre. Et du coup, c'est fou, hein. Téléfilm inédit de Noël à 14h, puis une rediff à 15h40, puis inédit à 21h10, puis inédit à 23h. L'inédit à 23h, entre guillemets, ils se le grillent, parce qu'ils pourront pas le remettre l'après-midi en tant qu'inédit. Puis à minuit 45, donc sur un lundi, un jour de semaine. Et en fait, je trouve que c'est assez logique, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, pendant les jours où il y a New Amsterdam, les téléfilms de Noël font plus d'audience que que les films du soir, que le prime time, que la série du soir, pardon. Et donc c'est quand même assez hallucinant. Ça en fait de la news, parce que je me rends compte qu'on n'a pas parlé de Camille Combal, qui lance son émission le 9 novembre, et on a un aperçu quand même de ses chroniqueurs, et donc il y a quand même des noms assez chouettes dans l'émission. On vous l'avait dit, il y aura Pierre-Antoine Damcourt qui était sur la chaîne L'Équipe, que j'adore, qui est très très drôle, et je pense que ça devrait être assez cool. Est-ce qu'il y aura Léa Salamé ?
Alors on a la vidéo, elle est géniale. Vous pouvez aller la voir, la vidéo sur le compte de Camille Combal. Et de TF1 même. Et de TF1. Et le compte de Quelle Époque et de France 2 qui l'a partagé aujourd'hui. Et bon, on vous incite à aller voir cette vidéo où Camille Combal pique le plateau de Quelle Époque de Léa Salamé sur France 2. Et c'est vraiment très très drôle et on trouve ça extraordinaire. Et on félicite d'ailleurs ces deux chaînes de s'être serré la main pour cette petite publicité. Je trouve ça très chouette. Parce que France 2, Léa Salamé et Quelle Époque n'avaient rien à y gagner. Ils ont fait de la pub pour la concurrence. Figure-toi que si. Mais en termes d'image, je pense que En fait, moi, Léa Salamé, c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce qu'elle est vraiment, elle est dans le clash, quoi. Vraiment, elle y va, quoi. Et c'est vrai que la voir dans cette pub avec Camille Combal, je me suis, elle a l'air sympathique cette Léa Salamé finalement. Je vais peut-être regarder son émission la prochaine fois pour voir parce que ça, finalement, ça a marché pour elle aussi. Ça peut marcher. Alors vous aurez aussi donc dans l'émission Noum Diawara qu'on a vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est le dernier gendre qui arrive. Vous avez Ilyes Djadel qu'on avait vu un tout petit peu chez Cyril Hanouna. La grosse prise quand même, c'est Dominique Farrugia, des nuls quand même, que j'ai croisé l'autre jour, d'ailleurs. En voiture, qui a failli t'écraser. Qui avait failli m'écraser, exactement. Chantal Latsou aussi. Michel Bernier. Chantal Latsou, elle est chez Camille Combal, elle n'a pas failli t'écraser. Oui, non, elle n'a pas failli m'écraser. Michel Bernier, Adil Rami, champion du monde quand même. Hein. Paul Elkarat, avec qui j'ai discuté un long moment, qui est un mec super cool. Monsieur Poulpe, Arnaud de Samer, Elena Noguera, bref. Le casting, c'est vrai, est quand même vachement chouette. Alors, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis quand même un petit peu inquiet pour les audiences de l'émission. Je trouve que l'idée est géniale, je trouve que le casting est top. Par contre, c'est vrai que l'idée de vouloir faire un talk comme Quelle Époque, c'est pas une mauvaise idée, mais je rappelle quand même... Ils sont pas sur la même journée. Qu'ils sont le jeudi soir. Léa, c'est le samedi soir. Et que Léa, c'est le samedi soir, Léa Salamé, et du coup, effectivement, il y a moins de monde devant la télé quand même le jeudi soir. Que Camille et Images... Finalement, c'est une émission qui existe déjà et que moi j'adore en plus en prime time, mais c'est pas le plus gros carton de TF1. Et du coup, est-ce que les gens seront devant la télé à 23h10 ? Alors, je souhaite du fond du cœur que ça marche et moi je serai devant et je pense que TF1 prend une énorme prise de risque et c'est vachement cool qu'ils le fassent. Carrément. Maintenant, les audiences, j'espère que ça sera bon, mais voilà, je sais pas. Surtout à une époque où les gens commencent à se plaindre que les films commencent trop tard, que ça leur fait coucher tard, etc. Donc là, tu te dis en plus, derrière, tu dois te taper une deuxième partie de soirée. Même si t'adores Camille Combal, ça te fait. Parce que c'est quoi ? C'est une émission d'1h30 peut-être ? Ouais, alors ça, c'est ça, je vais vérifier. Je me dis que. Ouais, 1h40. Et après, il y a Une famille en or inédit avec Camille Combal. Ça, c'est par contre, j'ai trouvé ça très bizarre, Famille en or à cette heure-là. Je pense qu'ils veulent peut-être un petit peu se débarrasser qui marche pas et du coup. Ça marche pas trop mal le mardi soir après Koh-Lanta, mais je pense que là ils se sont peut-être dit ils ont peut-être quelques inédits avant la nouvelle saison à balancer, mais ouais, ça va être un début à 23h annoncé sur les programmes télé. On sait que les programmes en général ont du retard, ça risque d'être du 23h10. Et il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas eu de divertissement sur TF1 le jeudi soir depuis la fin de la méthode Coé en 2008 ou 9. Donc il va falloir réhabituer les gens à se mettre devant TF1. Parce que finalement, ils pouvaient pas prendre la case du vendredi. Avec vendredi tout est permis qui fonctionne très bien. Et puis samedi, ils auraient été en face. Ils auraient été en face Léa Salamé. Donc, complètement. Donc voilà. Peut-être que moi je me disais le dimanche soir, ça aurait peut-être été pas bête sur une case où à l'époque il y avait eu. Mais surtout après le film, c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde. Ça serait un peu la version beau geste de. Oui, et puis ils auraient comme une bonne locomotive à audience. C'est ça. Mais le jeudi ils l'auront quand il y aura HPI à 8 millions, vous allez voir qu'il va faire de bonnes audiences s'il est encore là jusqu'en mai. Tout à fait. Moi, en attendant, c'est vrai que TF1 là où ils prennent pas de risque, c'est sur le nombre de candidats qu'il y aura à la Star Academy. Ouais, alors on a appris qu'il y aurait moins de candidats que prévu à la Star Academy. Que finalement le nombre de candidats il y en avait 3 en moins. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 3 candidats en moins ? C'est quelque chose, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on va pas vous mentir. Est-ce qu'il y a des on-dit ? Il y a des on-dit. Ce serait, ils devaient être 16 et finalement ils sont 13. Et donc il y a un témoignage qui a été assez fort quand même dans la tribune, d'un certain Thomas, écarté à moins de 2 semaines du début de l'aventure, qu'il a dit « Il y a un peu tout qui s'écroule, en une fraction de seconde, tous mes rêves sont anéantis. J'ai été dévasté et mes proches aussi. Ils avaient déjà pris leur billet de TGV pour se rendre à Paris pour me voir sur le premier prime. Je suis complètement dévasté. J'ai rarement été confronté à une telle violence. » mais parce qu'ils avaient déjà été sélectionnés. Oui, ils étaient sélectionnés tous les 3. Et finalement, on leur a dit qu'on les prend pas. Pardon, je me suis trompé, je vous ai dit, la tribune, c'est une autre news qu'ils ont tombé. C'était sur Sud Radio. Et du coup, ils ont été carrément éjectés. Alors, paraît-il que ce serait pour des raisons financières, pour écourter
la saison, on en parlera tout à l'heure au niveau des audiences, ça n'a pas été très très bon. Cette première Starac, c'est pas été catastrophique. On parlait des problèmes publicitaires à cause de la Coupe du Monde. Et voilà, et en fait on a beaucoup parlé de ça, visiblement la Coupe du Monde de rugby qui a rapporté beaucoup moins d'argent à TF1, et du coup TF1 aurait voulu faire des économies. Il faut quand même dire que et pas oublier que l'année dernière il y avait que 6 primes, et que là ils partaient sur 12, 13, 14, peut-être que redescendre, ça va leur permettre de faire des économies. En tout cas c'est une grosse surprise. Alors visiblement TF1 aurait dit que ces 3 candidats qui ont été renvoyés chez eux seraient prioritaires pour l'édition 2024. Donc temps de changer de vie en un an. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc voilà pour cette news qui est assez surprenante. Et je me rends compte que j'avais encore une news, ça fait beaucoup de news. Non, mais vas-y, de toute façon, que je t'avais envoyé avant, mais que je n'ai pas remis dans mon listing. Moi, je vais sortir la mienne aussi. J'en ai une là. Ah bah vas-y, sors ta news. Bah parce que on en a parlé, je t'avais envoyé sur Twitter, mais c'est vrai qu'on a, c'est vrai que c'est un compte que j'aime beaucoup, Anaël TW là, pareil sur Twitter, vous pouvez le suivre. Alors le suivez pas trop parce que sinon nos news vont plus servir à rien. Mais voilà, c'est un gars que j'aime beaucoup qui sort des news de temps en temps. Donc si tu nous écoutes, merci à toi. Beaucoup sur l'univers Canal en plus et tout. Ouais, c'est ça. Et là, il a trouvé une news qui est super sympa. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas sous quelle forme ça allait arriver. L'INA avait proposé une Fast TV, donc c'est Fast TV, c'est ces fameuses chaînes sur internet qui passent en boucle en fait des programmes, et là une chaîne INA avait été proposée en Fast TV, donc qui passerait en boucle des anciens programmes, et c'est Pluto TV qui s'est associé à eux pour une chaîne spéciale de l'INA, et c'est extraordinaire parce que Pluto TV ils sont en train de monter. Mais c'est clair. On a de la pub à la télévision, etc. Moi j'ai Pluto TV sur ma télé, c'est vrai que quand je trouve rien à regarder, ça m'arrive je mets la chaîne One Piece et je laisse passer les épisodes, et c'est vrai que c'est quand même pas si mal. C'est là qu'on voit lequel de nous deux est cultivé quand même, puisque moi je mets C'est pas sorcier en fond. Ah bah voilà, tu vois. Non mais des fois quand je travaille sur l'émission par exemple, je mets quelque chose en fond, et c'est vrai que Pluto TV. Mais ça permet de revoir des vieux programmes, c'est bête, mais la dernière fois on a bloqué sur Et Arnold. Ouais, il y avait Et Arnold en boucle, et ma femme était fan quand elle était petite. Donc bah moi aussi je suis fan d'Arnold, et il faudra que tu me présentes ta femme. Non, Alors déjà, la dernière fois tu m'as dit que tu l'avais dragué. Mais non, c'est que t'avais pas compris ma vanne. Bon bref. Mais par contre, Pluto TV là qui s'allie à l'INA, c'est quand même l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est un service public, c'est un sacré truc. Alors je sais pas si t'as vu du coup jusqu'au bout le truc, mais ce qui est fou, c'est que visiblement ils partiraient non pas sur de la Fast TV à diffuser des émissions en boucle, mais ils referaient, par exemple, il y aurait la matinale télé des années 80, puis ce qu'il y y avait de 9h à midi sur TF1. Des émissions inédites, mais qui vont reprendre ce sera des vieilles émissions, mais par contre qui reprendraient qui passeraient aux mêmes heures de l'époque, c'est-à-dire que vous auriez pas des prime time toute la journée, mais genre, je vais dire n'importe quoi, le télématin du 8 janvier 76, puis après ce qu'il y avait sur TF1 le 4 octobre 90, puis ce qu'il y avait le midi. En fait, l'idée, ce serait de reconstituer, alors, j'imagine peut-être l'émission de Daniel et Gilbert, j'ai oublié le nom, Midi Zouzou. Non, Midi Première, voilà, qui était diffusé tous les midis, des primes et tout. Je trouve l'idée géniale. Et alors moi qui suis un fou de l'histoire de la télé, je peux vous dire que je suis pas au bout de bugger devant. Ah mais complètement. Moi c'est sûr, hein, je vais le tenter. Alors je sais plus quand est-ce que commence la chaîne. Je sais plus s'ils ont annoncé la date. Je sais parce que moi je n'ai pas de compte le film français. Et oui, c'est ça qui se passe. D'ailleurs, c'est bizarre que je sois passé à côté parce que normalement je lis tous les jours. Mais c'est peut-être ça que j'avais la news en tête. Mais c'est sorti aujourd'hui. Hein. Ah, mais c'est sorti aujourd'hui. Mais voilà, en attendant, je trouve que c'est une super bonne initiative. Et l'INA, ils sont vraiment à fond. Ils ont un compte TikTok qui est hyper intéressant, qui rediffuse des anciennes interviews des années 60. Il y a des fois, c'est vraiment. Alors, c'est génial. Et des fois, ça fait peur. Il y a des fois des choses qui font peur. Ouais, complètement. Mais il y a l'autre fois, celui sur l'alcool, c'est. Ah, mais c'est fou. Le monsieur qui dit moi, le matin, je suis au café chez moi, puis après, avant d'aller travailler, je vais dans le bar et je bois un verre de blanc. Et il lui dit, vous faites combien de bars comme ça ? J'en bois 8 ou 9 avant d'arriver au boulot. Puis quand j'arrive au boulot, je tacle le rouge. Et le vin, c'est pas de l'alcool. Bon, c'est des choses comme ça, tu dis, oh là 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 là. Bah écoute, non, pour l'instant, on n'a pas de date. Ça arrivera incessamment sous peu. J'imagine que mais j'adore l'idée. Franchement, carrément. Enfin voilà, donc ça c'était ma dernière new et je te laisse sortir la tienne. Et en fait, c'était... Je te laisse sortir la tienne. Si vous savez pas ce qui se passe, vous avez pas l'image. On fait le podcast on en avait parlé, mais je voulais vous parler de nos chouchous, de RTL 9. Ah oui. Puisque, en fait, lors d'une discussion avec mon ami Sylvain, que je salue, qui nous écoute toutes les semaines, on salue tous les gens qui nous écoutent, mais là, c'est vrai que c'est l'ami qui m'écoute le plus, en tout cas sur Critflix, en mangeant chez lui une très bonne raclette, il me parle du podcast, et on parle d'RTL 9.
Et je lui dis, bah tiens, tu connais le Creepy Monday, le lundi soir sur RTL9. Il ne connaissait pas Creepy Monday. Oh. Et je me suis dit il me dit, mais t'en as jamais parlé dans Netflix de ça. Donc je dis, bah je vais le faire. Creepy Monday, c'est la case film d'horreur du lundi soir sur RTL9. Et je trouve, je suis pas j'aime bien les films d'horreur, mais j'en mange pas par paquet de 12, mais j'adore l'idée de cette case du lundi soir qui a été lancée au moment d'Halloween 2021, si je dis pas de bêtises, et qui ne s'est jamais arrêtée depuis. C'est rigolo parce que, y compris pendant les fêtes, où RTL9, il passe des choses un peu moins action, un peu plus... Mais il y a quand même le petit film d'horreur le lundi. Et Creepy Monday, ce qui est génial, c'est que vous avez des films d'horreur qui peuvent être... inédits ou complètement indépendants, voire même des téléfilms qui sont jamais sortis en salle, et c'est une case qui cartonne le lundi soir sur RTL9. C'est quand même la seule chaîne qui passe en prime time des films d'horreur. Qui passe en prime time des films d'horreur, c'est clair. Et là d'ailleurs, je vous en ai pas parlé la semaine dernière. Aussi il y a Ciné Plus Frisson, mais bon, enfin c'est quand même... Oui, et puis Ciné Plus Frisson, c'est une chaîne que de cinéma, c'est pas une généraliste comme RTL9, et Ciné Plus Frisson, il passe aussi beaucoup de films d'action. C'est pas d'ailleurs, ils ont commencé personne au film terrestre, là, j'ai vu... justement, je voulais t'en parler, parce que... on est connectés. Oui, donc, ce lundi 6 novembre, c'était Délivre-nous du mal en inédit, qui n'avait été jamais diffusé à la télé. Et donc, je vais vous présenter les 2 prochains Creepy Monday. Donc, Délivre-nous du mal, pour le coup, c'est un peu du blockbuster de l'horreur, parce que c'est un film qui est quand même assez connu. La semaine prochaine, le lundi 13 novembre, ce sera Insidious, chapitre 3. Oh, dis donc. Donc, voilà, c'est pas rien du tout, c'est vraiment du gros film d'horreur. Et j'ai vu que le lundi suivant, le lundi 20 novembre, ce sera Les Châtiments. Je ne sais pas si ça te parle, ce film. Pas du tout. C'est un film de 2007, donc qui remonte un petit peu, mais avec Hilary Swank et Idris Elba, notamment. Et c'est un film qui est complètement passé inaperçu chez nous. Donc on peut voir, entre guillemets, des blockbusters de l'horreur et des films limite indépendants. Donc ça s'appelle Creepy Monday, c'est tous les soirs sur RTL9. Et... tous les lundis soirs, pardon. Et figurez-vous que RTL9 communique de plus en plus sur ses audiences, et ils ont sorti aujourd'hui sur Internet, ils ont sorti une partie de leurs audiences, et notamment, ils ont noté que, je vous rappelle la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a parlé de Mediamat thématique, la moyenne d'audience d'RTL9 sur la période début 2023 était de 0,7%. Et bien là, sur octobre, ils ont réussi à passer les 1%. Génial. Au niveau national. Sur les 4 et plus, et sur les 25-49 notamment, ils passent le pourcent. Et j'adore parce ils mettent, voici le top 5 de nos films les plus regardés en octobre. Et il y a une dame qui commente qui dit, bah moi je voudrais bien voir le film Ghost. Ça me fait rire, il y a des gens qui viennent dans les commentaires en disant, pourquoi tu passes pas ce film? Alors autant nous, dans notre cinéma, on demande que les gens nous le demandent, mais là sur des chaînes de télé... Un téléspectateur. Quand t'as 500 followers sur Instagram, ça va, mais quand t'as plusieurs millions de personnes qui te regardent, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, voilà. Et du coup, je vais vous faire le top 5 des films les plus vus sur RTL9 vas-y. En mois d'octobre, mais malheureusement, il n'y a pas les audiences. Ah mince. À la 5e place, c'est Les Pleins Pouvoirs, un film avec Clint Eastwood, qui doit dater des années 80, je crois. 4e place, c'est Cliffhanger. Avec Stallone. Avec Stallone à la montagne, voilà, exactement. 4e place. La 3e place, c'est iRobot. Faut dire aussi qu'il cartonne toujours, et c'est même fou et chouette qu'ils aient réussi à choper les droits. Ça, c'est souvent en clair d'ailleurs. Ouais, tout à fait. À la 2e place, c'est Phénomène de Night Shyamalan. Ah ouais, pourtant c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. C'est pas considéré comme son meilleur. Mais c'est pas son meilleur, mais il passe jamais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, les gens se sont dit, tiens, un Shyamalan, ça a peut-être un peu surfé aussi sur le fait qu'il était un peu dans l'actualité cet été, au printemps, avec la sortie de son film. Old et l'autre, non, c'est le suivant. C'est pas Old. Knock at the Cabin. Et très bien d'ailleurs. Et le numéro 1. C'est à la 2. Non, le numéro 1, c'est le 2. C'est un film, alors vas-y, moi aussi je vais te faire deviner, c'est un film d'une saga dont RTL9 a racheté les premiers numéros. Fast and Furious 2. Ouais, c'est Too Fast, Too Furious qui a cartonné. Et donc, il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est qu'ils expliquent aussi que Dr House cartonne, puisque, on va le rappeler, RTL9 fait 0,7% d'audience, et quand en journée il passe Dr House, il passe à 1,4. Donc quand RTL9 passe Dr House, ils doublent leurs audiences. Donc quand on vous dit que TMC fait 5, et quelques en matinée, là RTL9 qui est accessible que sur les box, qui est payante, qui est une chaîne payante, 1,4 l'après-midi en plus. Et ce que je trouve génial, et là on peut encore une fois les saluer, et on rappelle qu'on n'a pas de part chez Media One, qui est le producteur de RTL9. C'est juste qu'on trouve qu'ils font des beaux efforts. Et là en fait, ils ont terminé la diffusion de Dr House, et ils ont dit on fait nos records historiques, mais on arrête quand même de la diffuser. C'est-à-dire que contrairement à Sister, qui va vous passer La Petite Maison dans la Prairie tous les après-midi, puis quand le dernier épisode arrive, on recommence. Eux, ils ont décidé alors de
continuer d'en passer quand même le week-end, le matin, le dimanche matin, pour les gens qui veulent en revoir. Ouais. Mais effectivement, ça va être remplacé par Person of Interest. C'est ça. Qui est peut-être une série. Alors, faut rappeler que Doctor Who, c'était le carton tous les mercredis soirs sur TF1. Person of Interest, c'était sur M6. Et les audiences étaient bonnes au début. Sur M6, non, c'était sur TF1 aussi. Ouais, c'était oui, c'était sur TF1, pardon. Mais les audiences étaient pas folles. Étaient moins importantes, donc on peut saluer, oui, c'était bien sur TF1, on peut saluer quand même l'effort d'RTL 9, enfin, l'effort. Ils auraient pu, franchement, personne n'aurait rien dit, parce que je pense que Doctor House, les gens connaissent les épisodes, et ils auraient repassé en boucle. Regarde, TV Brest repasse bien. Voilà, les gens les auraient regardés. Hein. Ouais. Et là, ils prennent du risque, et c'est chouette. Et c'était peut-être temps, mais les news sont terminées. Voilà. Et on rappellera que M6 a arrêté de passer des bonnes séries après la trilogie du samedi. Oh, qu'il est médisant. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'est quand même fait 1 heure de news. Et de recommandations. On avait énormément de choses à dire, et ça fait du bien. Et c'est chouette aussi, oui. Ouais, c'est pas mal comme concept. Vous nous direz, tiens, dans les commentaires, si vous aimez bien ce genre de choses, où on vous fait vraiment un tas de news... comme ça, voilà. Mais en plus, il s'est quand même passé beaucoup de choses sur les dernières 24 heures et sur cette semaine et sur les dernières 24 heures. Et même, je veux dire, on a enregistré lundi dernier en fin d'après-midi. Il y a plein de trucs et le soir, c'est tout sorti le soir. Il faut qu'on arrête d'enregistrer l'après-midi parce que le soir, il y a tout qui sort. Mais voilà, c'est comme quand vous mangez épicé, le soir, il y a tout qui sort. Voilà, tout ça pour dire que après avoir tout sorti, on va surtout sortir les audiences. Oui. Mon cher David, on va passer à la chronique télévision. J'ai l'impression que je m'arrête jamais de parler. Allez, on y va aux audiences du lundi 30 octobre. C'est vrai qu'on remonte un petit peu dans le temps avec L'amour est dans le pré toujours en tête à 4,1 millions de téléspectateurs, mais à la deuxième place, Tout le monde debout. Souvenez-vous, le flop de Classico. Ouais. Pour le coup, comme quoi c'est pas que les gens ne sont pas prêts à regarder du cinéma le lundi soir, c'est juste qu'il faut que le film soit un peu porteur. Et Tout le monde debout qui a presque 2,4 millions contre 1,9 million, ça fait quand même 500 000 de plus. C'est pas énorme 2,4 millions un lundi soir, mais c'est quand même la deuxième place, contrairement à la quatrième, je crois, la dernière fois. À la troisième place, La Finale, on en avait parlé aussi sur France 3, 1,5 million. Et à la quatrième place, le très bon score de TMC avec Thor 2, qui est pourtant pas le Marvel le plus apprécié, qui fait 1,2 million. Je t'avoue que moi j'étais devant, alors que je sais pas que j'affectionne particulièrement. Je l'ai pas revu depuis le cinéma, mais à l'époque au cinéma je l'avais trouvé pas si mal. Bah j'avais rien trouvé qui m'intéressait, donc c'est vrai que je me suis replié un peu là-dessus, parce que c'est un peu cocooning toujours à Marvel. Donc, M6 premier, TF1 deuxième, avec Tout le monde debout, troisième France 3 avec La Finale, quatrième TMC Le Monde des Ténèbres, cinquième C8 Commissaire Magellan, 1,2 million. Il n'y a pas une chaîne que j'ai oublié de dire là ? M6, TF1, France 3, TMC, C8. France 2 ? Ouais, France 2 à la 6e place, avec un voyage en langue française à l'occasion de l'inauguration de la Cité de la langue française au château de Villers-Cotterêts, a fait une grande soirée francophonie qui a fait 997 000 téléspectateurs. C'était TF1 qui doit être content qu'on fasse des trucs... Ouais, je pense qu'ils sont contents quand il y a des choses un petit peu comme ça. On rappelle que d'ailleurs, ce lundi, alors où on enregistre, parce qu'on est lundi, non, on est mardi. On est mardi, On est mardi, il y a la fameuse soirée sur le harcèlement sur France 2, on vous donnera les audiences la semaine prochaine. J'espère que vous avez pu vous mettre un peu devant. Mardi soir, c'était Halloween, et à la tête des audiences, c'est Sophie Cross sur France 3, bien sûr. Avec 3,2 millions. À la deuxième place, La France a un incroyable talent, 2,9 millions, ça continue de cartonner, La France a un incroyable talent. Tant mieux. Et troisième place, Harry Potter 2, 2,8 millions, c'est quand même 300 000 de plus que Tout le monde debout, comme quoi ça continue de fonctionner les Harry Potter, malgré qu'on les ait revus tout un tas de fois. Et alors c'est vrai que moi je n'ai pas vu l'émission qui arrive à la quatrième place, mais c'était Votre vie en jeu, spécial Halloween sur France 2, et tout le monde a dit la même chose, que l'audace n'a pas payé. C'est un des programmes télé de l'année qui a été le plus encensé sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit c'était hyper drôle, c'était hyper bien fichu, c'était avec Nagui et Bruno Guillon, qui Nagui expliquait qu'en fait souvent dans les émissions des années 90 on faisait des blagues avec des gens dans le public, on leur balançait des tartes à la crème, des machins, et là ils avaient choisi de faire l'inverse, c'est eux qui se prenaient tout dans la gueule, avec Bruno Guillon, c'est pas mal, sur un thème d'Halloween, et il paraît que c'était hyper drôle, hyper bien fichu, et ça n'a fait qu'1,4 million. Donc comme quoi, et d'ailleurs on le dit des fois, il y a des films super cool qui font pas beaucoup d'audience. Mais est-ce que l'encensement sur les réseaux sociaux ne peut pas amener à une deuxième émission en se disant que finalement, est-ce que les gens qui vont être contents, tu vois? Effectivement, ça pourrait, mais... On pourrait parler de la nouvelle version du Morning Night, d'ailleurs, j'étais devant, et tu vas avoir les audiences. Là, c'est le jour d'après, mais voilà. Pas le film, hein. Non. Effectivement. Le Transporteur 2 qui fait 623 000 sur TMC, et Hôtel Transylvanie 2
pour un soir d'Halloween qui fait sur Gulli 670 000 téléspectateurs. C'est très Gulli. rare qu'on vous annonce que Gulli ait fait 3% de part d'audience. Hein. Donc, ouais. C'est vrai que c'est le dessin animé d'Halloween, quoi. C'est vrai que c'est quand même chouette. Oui, bah c'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, complètement. Mais pour le coup, France 2, c'était aussi un truc très familial d'Halloween. Ouais. Mais est-ce que, voilà, bon. Est-ce que les gens étaient vraiment devant non, et puis l'audace paye, mais c'est vrai que là, ces jeux-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et... Ouais. C'était plus un programme... Le temps que les gens se réhabituent, peut-être. Exactement. Mercredi, rapidement, Candice Renoir en tête, 4,3 millions. Le meilleur pâtissier, M6 à la 2e place. Et donc, New Amsterdam, qui n'est qu'à la 3e place. Et à noter qu'en part d'audience, ils sont 4e. Parce qu'en fait, New Amsterdam fait, écoutez bien les chiffres, 1 892 000. Et à la 4e place, Le Monde de Jamie, 1 868 000. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une vingtaine de milliers de téléspectateurs de différence, mais comme New Amsterdam était plus court, ils font 8,9 de part d'audience et Le Monde de Jamie 9,4. Ouais. Donc TF1 est vraiment dans les choux, vraiment râlé pas crête, et Le Grand Bleu sur Arte ensuite a 1 million de téléspectateurs. Ah quand même. Ouais, donc c'est pas mal pour un film un peu long et que moi je trouve personnellement un petit peu chiant, mais pas trop le répéter. Jeudi soir, Vise le cœur sur TF1 est en tête. La TF1 reprend des couleurs à 3,2 millions. Meurtre en Corrèze à la 2e place, 2,6 millions sur France 3. Et donc le Morning Night qui fait un score assez honnête, d'1 840 000 téléspectateurs. Pour un divertissement le jeudi soir, c'est franchement pas mal. D'autant qu'on est devant France 2 avec 1,7 million et envoyé spécial. Alors si vous avez écouté mes chiffres, 3,2 millions, 2,6 millions, 1,8 million, 1,7 million, ça fait pas énormément de téléspectateurs. Et c'est aussi la faute à Arte qui arrive à la 5e place avec Polar Park à 1 567 000 téléspectateurs. Série, il paraît, et moi ça me fait vraiment envie. Il faut juste avoir le temps. Mais 1 567 000, c'est énorme. Ouais. Ensuite, c'est TFX avec 763 000 pour Robin des Bois. Puis Les Chevaliers du Fiel C8, 753 000, seulement 10 000 d'écart. Puis Jumanji 1, 700 000 sur TMC. Donc ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Ouais. Mais Jumanji sur TMC battu par Robin des Bois sur TFX, ça montre aussi que Jumanji, on l'avait dit, ça avait été un immense carton à la première diffusion, mais souvenez-vous qu'on a eu un pack tout daubé cette année parce qu'ils avaient eu l'idée de le remettre et que ça avait été normalement leur plus belle soirée de l'année est devenu l'un des plus gros flops, et là je pense que ça montre que... Si je peux vous inciter à aller regarder le Morning Night sur Sisplay, parce que j'ai trouvé que le concept de l'émission, autant les premières émissions de Morning Night ne m'avaient pas plu, ça faisait un peu one-man show avec eux sur scène, etc. Là, ils ont vraiment fait un espèce de talk show, en fait, qui est un mélange entre ce qu'avait fait Alain Chabat le soir et ce qu'on peut retrouver, par exemple, avec Arthur sur Vendredi Tout est permis. C'était des mini-jeux avec les invités, et ensuite, l'after, c'était vraiment la promo, c'est-à-dire que chacun des invités avait droit à son temps de promotion uniquement pour lui, et j'ai trouvé ça très bien de faire une émission non dissimulée de promotion, c'est-à-dire que la première partie est dédiée au jeu, à l'amusement, et ensuite la deuxième partie on fait la promotion de la personne qui est là, de l'invité, parce que comme ça il est pas venu pour rien, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette, on s'est beaucoup marré, il y a 2-3 vannes qui sont pas passées, mais dans l'ensemble c'était vraiment très très cool, et voilà, donc franchement je vous conseille d'aller regarder pour faire un petit peu de vue, parce que ça mériterait d'avoir une 4e édition dans ce style-là, parce que les 2 premières étaient un petit peu en retrait, mais celle-là qui a fait le moins d'audience, c'est dommage, lié sûrement peut-être aux 2 premières qui n'avaient pas plu plus que ça. Si on pouvait avoir une 4e édition dans le même style, moi ça me plairait bien. Ouais, c'est clair. Alors si vous aimez un peu ce genre d'émission, vous avez aussi la nouvelle émission qui s'appelle En bande organisée. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, pas du tout. Ça passe le dimanche après-midi sur France 2. Ah oui, c'est avec Alex Vizorek et Philippe Cavrevière, qui est un humoriste vraiment que j'adore. C'est très corrosif, c'est très humour noir. Là, en ce moment, quand vous l'écoutez à la radio, il balance des vannes sur le conflit israélo-palestinien, sur le terrorisme, c'est vraiment... il faut s'accrocher. Et en fait, il est hyper bankable en ce moment, tout le monde le veut. Et donc, France 2 a lancé ce nouveau talk show qui s'appelle En bande organisée. Ouais. Et les audiences dimanche après-midi, alors c'est vrai que... C'est un créneau bizarre quand même. C'est un créneau bizarre. C'est juste avant les enfants de la télé, et c'est vrai qu'ils sont arrivés que 4e. Je vous donne les audiences de ce dimanche après-midi. Le premier, c'est 7 à 8 live, 2,5 millions. Forcément. Mais finalement, je trouve que c'est pas si mal en bande organisée qui arrive à la 4e place. Alors, 2e place, Le Grand Slam, 1,6 million. 3e place, 66 minutes. C'est pareil, 1,2 million. Et ensuite, en bande organisée, 1,1 million. Certes, c'est que 4e pour France 2, mais je trouve que c'est quand même face à 7 à 8, Le Grand Slam et 66 minutes, qui sont des émissions qui sont là depuis 15 ans. Et d'ailleurs, à la 5e place, chapeau,
Canal+ encrypté avec la Formule 1 à 1,1 million également. Donc la 5e place, c'est Canal crypté. Wow. Puis ensuite Apocalypse Hitler sur France 5, etc. Mais voilà, en bande organisée, je ne l'ai pas vu la première, mais vu que j'aime beaucoup Alex Vizorek, j'ai hâte de voir ça. Ça nous ramène aux audiences du vendredi soir, qui était notre Super Friday, puisque rappelons-le, Taratata 100% live, Crime Parfait, Encanto, Kev Adams, etc. etc. Donc Taratata 100% live l'a emporté. Il faut dire que c'était un show incroyable, puisque c'était 3 heures de show ininterrompu, c'est-à-dire que les musiciens ont joué tout le temps. Ils jouaient des intros, le musicien venait et Nagui n'intervenait presque pas, il lançait le prochain musicien, il posait une question ou deux à l'invité, mais tout pendant que les musiciens jouaient. La musique ne s'est pas arrêtée une seule seconde pendant ce concert, à l'Accor Arena qui tient, pardon, à la... oui, c'est ça, à la Défense Arena, qui est une salle qui tient 40 000 places. C'était 30 € la place. Tout a été vendu en moins d'une journée, sachant que Nagui n'avait pas donné le nom des artistes qui étaient présents, puisqu'il ne le savait pas à l'époque. Mais tout le moindre centime d'argent des spectateurs est allé à la lutte contre le cancer. Wow. C'est-à-dire que France 2 n'a rien touché, ni la prod, et que les gens se sont rués sur les places, ne sachant pas qu'il allait y avoir. En fait, il y avait Ed Sheeran, il y avait... tout un tas de stars, et donc en plus en termes d'audience ça a fait 3 400 000 téléspectateurs, et mon petit doigt, ou plutôt quelques sites internet m'ont dit qu'en replay ça marchait très fort aussi. Ah, tant mieux, tant mieux, bravo. Deuxième, Crime Parfait, 3,2 millions, et troisième, Encanto. Deuxième, Crime Parfait. Oui, deuxième Crime Parfait, pardon, et troisième, Encanto. On les rêvait presque premiers. Ils sont pas si loin, ils sont seulement 350 000 derrière France 2, 15,6% de part de marché, 3 millions de téléspectateurs, c'est un sacré carton. Ouais, ça marche très très fort. Par contre, le flop, Kev Adams, Miroir, 1,6 million, on l'avait annoncé. Hein. Oui. Même s'il y avait une très bonne vanne de Combal sur, tiens, voilà, la direction de France 3 et de Gulli qui arrive. Enfin, une très bonne vanne, ça m'a fait marrer. Voilà, mais Kev Adams, Miroir, ouais, c'était attendu. TF1 est obligé de diffuser en prime time dans l'année quelques spectacles. Je pense qu'ils auraient peut-être pu se passer. Kev Adams, c'était peut-être pas le plus bankable. Mais tout ça a été produit à l'avance. Ça se trouve, TF1 avait produit une partie du spectacle. Non, mais bien sûr. Et Mars Attack, 700 000 sur Arte, à noter. Samedi, le retour de la Starac, on l'a dit, battu par, enfin on l'a dit non, on en a parlé entre nous, mais par mort sur la piste. 4 643 000 téléspectateurs. Il paraît que ce téléfilm était super chouette. Ouais. C'était un téléfilm dans le monde de la course automobile avec Olivier Marchal. Et donc deuxième, Starac, 3,7 millions. Et c'est pas si mal pour un samedi. C'est pas si mal. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'analyse de Clément Garin de CG Scoop, qui dit sur X, personnellement, je pense que c'est une petite déception pour la chaîne et pour les producteurs. Un score global comme celui-ci n'est pas gênant, mais le plus décevant est le score sur les cibles. 31% sur les FRDA contre 48% l'année dernière. Ouais. C'est un signal décevant. Ce sont des scores ménagères que tous les autres flux de TF1 comme Danse avec les stars, The Voice, Masked Singer, Koh-Lanta et Ninja Warrior sont au-dessus. Même Ninja Warrior quand même, qui est pas forcément un divertissement qui s'adresse, sont au-dessus, et ils font jeu égal avec les flux de M6. Donc oui, il y a déception, mais il y avait aussi des centaines de milliers de foyers privés d'électricité. Et ça, ne l'oublions pas, c'était le soir de la tempête. Exact. Tout le monde n'a pas retrouvé encore l'électricité. Et la priorité sur ce format reste la consommation digitale, les réseaux sociaux. C'est donc un lancement mi-figue, mi-raisin, ni un succès, ni un échec. Mais je pense que leur crainte est à présent que des primes prochains passent en dessous des 3 millions de téléspectateurs ou des 30% de FRDA, puisqu'on sait qu'en plus, il y a toujours l'attrait de la nouveauté quand c'est le début. Et c'est aussi pour ça que je pense fonctionner peut-être sur la longueur avec les réseaux sociaux, la chaîne en direct, etc. Okay. Mais par contre, ça risque d'être un petit peu chaud. Je sais aussi qu'il y a le prof d'expression artistique qui n'est plus là, qui a été changé. C'est ça. Il s'en était un peu plein. C'est ça. Donc c'est vrai que... C'est ça, mon cher David. Rien ne va dans cette saison de la Starac. Ouais, c'est moyen à suivre. Ouais. Tu avais parié dimanche sur les audiences. Tu nous avais dit qu'Aline allait arriver en tête, et jusqu'à présent, c'est vrai que depuis le début de la saison, tu t'étais souvent trompé, mais t'es-tu trompé dimanche? As-tu vu les audiences d'Aline? J'ai cru y voir, mais j'ai dû cacher, j'ai dû me mettre ça dans une pièce sombre pour que tu puisses m'annoncer ça et que je puisse faire non. Eh bien écoute, tu as gagné. Ah, bravo. C'était pas dur en même temps. C'est Aline et c'est un carton. On est à 4 740 000 téléspectateurs. Arrêtez la Starac, mettez des films le samedi. C'est un carton, et en vrai ça fait plaisir parce que moi j'ai adoré ce film.
comme je vous avais dit, c'est la seule fois de ma vie que j'ai réussi à avoir des infos sur le fait que TF1 l'avait acheté pour 2 diffusions, puis TMC 1. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai regardé dimanche. J'étais parmi les 4 744 000, avec toujours le même constat qu'au cinéma. J'aime beaucoup les 2 premiers tiers du film, un peu moins la fin. Mais 4 744 000, c'est le place à la 4e place des films de l'année. Rappelez-vous, on tient le compteur des dimanches soirs sur TF1. Alibi.com. En tête, non, c'est Pourri Gâté. Souvenez-vous, Pourri Gâté, en plein mois d'août, c'est n'importe quoi quand on y pense. 2e place, c'est Alibi.com, avec 5 millions 1. Pourri Gâté, c'est 5 millions 3. Alibi.com, 5 millions 1. 3e place, c'était... L'Appel de la Forêt le 1er janvier, et qui a tenu le record pendant un moment du premier jour de l'année avec 5 millions 1 également, et donc 4 millions 7 pour Aline. C'était un duel de réalisatrices, puisque Valérie Lemercier était face à Lolo. Lolo, moi franchement, j'avais pas aimé du tout. J'avais trouvé ça un peu plan-plan de Julie Delpy, qui n'est qu'à 2,6 millions. Et alors, attends, la suite va te plaire, David, vraiment. Je te promets que tu vas être heureux. Brokenwood, 3e. Rien qui est dedans, en face de toi, je suis heureux, mon cher. Ah, c'est gentil. Capital, 4e, mais surtout, le leader TNT qui explose Arte, qui explose TMC, qui explose France 5, c'est notre bon vieux Geostorm. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je sais pas si vous avez déjà vu ce film, les personnes qui nous écoutaient, je sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais c'est quand même le film catastrophe par excellence qui était sorti en sortie de Covid, hein, c'est ça. On a eu ça en salle à la réouverture des cinémas, et ça cartonne partout. Sauf au cinéma. C'est-à-dire que je crois allez écouter la saison dernière, c'est un film de 2017, c'est bien avant le Covid. Mais allez je confonds avec Greenland. Oui, Greenland, mais Greenland c'est plutôt sympa. Geostorm c'est aussi avec Butler, Gérard Butler. J'étais tenté à le regarder, je crois. Geostorm, je suis tenté à le regarder parce qu'on en a parlé dans notre 2e émission de 2023, puisqu'il est passé le dimanche 8 janvier, le dernier dimanche des vacances, et il avait fait plus de 4 millions. Quand il est repassé sur TF1, sur TMC, il a dépassé le million, et là sur TFX, 838 000. C'est fou. 838 000. Et on se dit que les chiffres là sont liés à la chaîne sur laquelle il passe. C'est-à-dire que s'il l'avait remis sur TMC, à mon avis, il aurait peut-être dépassé le million. Il aurait pu dépasser le million, et je crois qu'en salle, il avait même pas fait 200 000 spectateurs. C'est hallucinant. Donc Geostorm est 5e du coup. Et TMC avec New York Police Judiciaire fait 300 000 de moins. Arte avec Joyeux Noël et Danny Boone fait 200 000 de moins que Geostorm. Mesdames, messieurs, écoutez ça. Danny Boone fait 200 000 de moins que Geostorm. Écoutez. Non mais c'est quand même fou. Et 389 000 entrées au cinéma. 400 000, et il fait 800 000 sur TFX. Et je vous avais annoncé les aventures d'Aladin sur W9. Je vous avais dit ça peut marcher. Je me suis bien planté, puisque ça fait 611 000, c'est pas si mal. Mais c'est derrière TFX, France 5, c'est 8, Arte et W9. Donc c'était comme ce film avec Bruce Willis là qui avait bidé au ciné, qui fait des Death Wish, non, Death Wish, c'est ça, Death Wish. Et enfin, parce que c'est sympa quand on enregistre le mardi, c'est qu'on peut avoir les audiences de la veille du lundi. L'amour est dans le pré, 4 154 000. Et alors, le gros flop, c'est Clem qui ne fait que 2,5 millions. On vous rappelle, Clem, la série a été arrêtée, et là, ils ont fait un unitaire, un téléfilm pour clôturer la série. Mais TF1 avait dit, en réfléchissant, suivant les audiences, on verra si on continue. Là, c'est quasi sûr, malheureusement pour eux, que c'est terminé, puisque vraiment, on est très très loin. Je pense que les audiences au début de Clem, quand c'est sorti, c'était plutôt autour des 4 millions, 4-5 millions. Là, 2,5 millions. Clément Garin le dit, TF1 attendait de voir les audiences de l'épisode spécial de Clem pour prendre sa décision sur l'avenir de la série. Et hier soir, l'unitaire n'a réuni que 2,3 millions de téléspectateurs, 12% du public. Le sort de cette série culte semble donc définitivement scellé. À noter que Clémenceau sur France 2, un téléfilm historique, c'est pas ce qui est de plus porteur, n'est qu'à 10 000 téléspectateurs de moins. Donc, et le carton, alors j'aime bien ce fameux duel des blockbusters sur la TNT, le carton, et on l'avait annoncé aussi, c'est Indiana Jones 1 sur W9, 1 230 000. W9 devant C8 et Magellan, devant France 5 et sur le front, et TMC avec Thor Ragnarok qui ne fait que 800 000. Ça par contre c'est hallucinant, parce que Thor, le monde des ténèbres, qui pour moi est beaucoup beaucoup moins bien que Ragnarok, soit beaucoup plus porteur en termes d'audience, c'est assez hallucinant. C'est vrai. Puis Arte, Santoine Nilois, etc. Donc, gros carton. Et les Indiana Jones, je vais pas vous le dire toutes les semaines, mais je vous le redis quand même, c'est le moment de l'année où il faut marcher en audience.
Et c'est là, parce que c'est là que les spots télé sont les plus chers, parce que ça va être Noël et que les gens vont beaucoup plus dépenser. Et c'est assez fou de voir, par exemple, pourquoi on a New Amsterdam sur TF1 le mercredi soir, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que W9 met Indiana Jones ? Parce que ils doivent vendre à prix d'or leur spot. Et j'ose même pas imaginer devant Aline le prix du spot, ça devait être assez hallucinant. Ouais, complètement. Eh ben écoute, on a fait nos fantômes des audiences passées, on va maintenant passer aux fantômes du programme futur finalement. Et oui, et j'ai beaucoup de choses à vous teaser sur ce qui se passe à la télé, alors David, teasons. Oh mon Dieu. Dis-moi que tu l'as préparé depuis longtemps celle-là. Pas du tout. C'est encore pire. C'est quand je dis teaser, je dis tiens, c'est rigolo. Faut plus qu'on fasse des émissions aussi longues. Hein. Ça va pas être possible. C'est vrai. Oh mon Dieu. Ah là là. Alors ce qui est bien, c'est que tout le monde ne va pas comprendre cette vanne. Ouais, du coup. Mais moi, ceux qui sont au courant, j'espère que vous rigolez à travers vos écouteurs ou vos enceintes de voiture, parce que là, celle-là était vraiment bonne. Hein. Ah là là. Ouais. Bon, alors, samedi 11 novembre, c'est l'anniversaire de notre cher président de l'association Cinévasion, le 11 novembre. Ah, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. C'est vrai que c'est lui qui a signé il l'a signé lui, en plus, hein. Il était là. Il est pas si vieux que ça quand même. Non, je crois pas. C'est la barbe qui fait tout. Ouais, voilà. Samedi 11 novembre, jour férié, mais jour férié le Faut que je fasse gaffe en plus parce que je crois qu'il essaye de nous écouter. Ouais, je sais. Ouais, donc soyons vigilants. Ouais. Samedi 11 novembre, jour férié, mais jour férié en semaine, ça veut dire peu ou pas de cinéma à la télé en journée. Vous aurez quand même... Alors en semaine, enfin oui. En semaine, hors vacances, il y en a là. Bon, vous aurez quand même Donjons et Dragons sur Canal+. Oui, bon. Donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà. Sinon, en soirée, la Starac qui est arrivée deuxième la semaine dernière. Et là, c'est face à 100% logique. La réponse est sur vos yeux, qui est l'immense carton de France 2 en ce moment. Compliqué, donc moi, je verrais bien la Starac encore en deuxième position. Et en vrai, est-ce que TF1 pourra se permettre pendant 10-12 semaines d'être tout le temps deuxième le samedi ? Avec ce que coûte la Starac ? Ouais. C'est chaud quand même. Ouais. C'est chaud. Meurtre à Porquerolles, évidemment, sur France 3. Un jour, il y aura meurtre. Non. Il y aura meurtre à Bourbon-Lancy, meurtre à Charin, meurtre à Chalon. Donc on est dedans. Rien, mais... Bon, bref, du moment qu'il y a meurtre. Avec un panneau Netflix. Ouais, c'est ça. Et donc Lone Star, toujours le samedi en inédit sur... Qui bide et qui n'en est que les épisodes 4, 5, 6 de la saison 4. Donc est-ce que M6 va continuer très longtemps ? C'est pas sûr. Pour trouver du cinéma, vous en avez l'habitude le samedi soir, c'est sur France 4 et ce sera Loin de la Terre brûlée avec Charlie... J'arrive jamais à dire son nom. Charlize Theron. Ah oui. C'est vrai que c'est pas facile. John Corbett, ça c'est plus facile de le dire en plus à la bourguignonne. C'est le John Corbett que joue là-dedans. Et sur Sister, l'héritage de Noël, téléfilm de Noël en prime time. Voilà. Chacun tente son truc. Hein. Chacun tente son truc, exactement. D'autant que je viens de repenser à quelque chose. J'ai oublié de vous dire. Oh, c'est pas bien ça. Et qu'as-tu oublié de nous dire, mon cher David ? C'est vrai qu'en plus, t'as toujours ton petit catalogue là. C'est bizarre que t'aies oublié des trucs. J'ai mon petit catalogue télé. Ton petit programme. J'ai oublié de vous dire quand même que samedi soir, on a parlé de la Starac, on a parlé de tout ça. Mais souvenez-vous que Sister avait tenté une soirée cinéma. C'est vrai. Avec Il était une fois dans l'Ouest. C'est bizarre parce que c'était en unitaire. Il était une fois dans l'Ouest, et là la semaine prochaine, c'est l'héritage de Noël. Et bien en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent quand même à la 1, 2, 3, 4, 6e place. Ah bien. Juste derrière M6. M6 avec Lone Star fait 960 000 et Sister fait 620 000. Dieu. Et Sister est très loin devant W9 qui ne fait que 330 000. Donc, c'était... La petite sœur qui dégomme tout, quoi. Ouais, qui dégomme tout, avec un film de 3 heures et quelques des années 70. Ou 60 même, il était une fois dans l'Ouest, je sais plus. Mais donc, le nouvel Arte. Bah, ouais, alors là, c'est l'héritage de Noël, samedi, donc on va se calmer 5 minutes. Mais je voulais vous dire que sur Cinéfamise, il y aurait Sonic 2, le film, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui débarque sur Cinéfamise et que moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est chouette le 2. C'est vraiment chouette, ouais. Toujours du mal avec un peu le doublage de Malik Bentala, mais bon, c'est comme ça. Oui. Et Sylvester Stallone, on est en plein cycle Sylvester Stallone sur RTL9 dans Assassin, que je ne connais pas, mais voilà. Ah, attends, je cache. C'est le duel. Je me cache les yeux. C'est le duel du dimanche soir. Le dimanche soir, ce sera le nouveau jingle. Allez, ça marche. Allez, sortez vos décodeurs. Dimanche soir à la télé. Merci. Alors, hashtag sortez vos décodeurs. Alors, sur TF1, un film inédit. Alors,
j'aimerais dire qu'on a assez souvent salué ce que faisait France 2, mais là je suis très surpris par France 2 qui ne fait pratiquement que de la rediff le dimanche soir. Alors ça avait très bien marché sur Rabbi Jacob, mais on se rappelle que là Lolo la semaine dernière ça a été quand même un peu bof. On peut se rappeler que les semaines précédentes, les audiences du dimanche soir avaient été aussi un peu compliquées pour France 2. J'ai oublié ce qu'ils avaient passé le 29 octobre, je ne sais pas si tu te rappelles, Face aux Éternels, qui n'avait pas marché du tout. C'était le temps que c'était Men in Black International. Oui, donc Men in Black International, Lolo, Rabbi Jacob, France 2, on n'a pas arrêté de dire, ce qui est génial le dimanche soir, c'est qu'ils font que de l'inédit. Là, sur pourtant un moment de l'année un peu fort, eh bien on va être encore dans de la rediff. Donc, qui va gagner sur TF1 en inédit? Alors, je vais essayer de te faire deviner. C'est un film de Guy Ritchie. Ok. Kingsman? Non, Kingsman c'est Matthew Vaughn. Ouais. Guy Ritchie, ouais. C'est un film de Guy Ritchie. The Gentleman? Non. C'est un film qui est sorti en 2021. Aladdin? Non. C'est un film de 2021 et je crois qu'on n'a pas passé au Rio Borbo. Guy Ritchie. Avec Jason Statham et Hot McCallany. Que j'adore. C'est Un homme en colère. Ah, Un homme en colère, mais oui, exact. Et donc, un film d'action inédit avec Statham dimanche soir. Moi, j'y crois de malade. D'autant que ils enchaînent, et je ne sais pas pourquoi, avec Fast and Furious 8 à 23h20. Donc, nos diffusions oblige. Et du coup, on se dit, oui, sur France 2, il va y avoir un bon vieux film français pour le concurrencer. Pas du tout. C'est Night and Day, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Un film de 2010. Bizarre. Donc, tiens, je te laisse jeter un œil. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Ah ouais, je me rappelle, ouais. C'était un espèce de truc... mince, comment c'était avec les deux espions, là. Ouais, c'était un peu... Non, même, elle est pas espionne, c'est que lui qui est espion. À et elle se fait entraîner là-dedans. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais c'est bizarre, pourquoi ils font ça? Je sais pas. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre la programmation cinéma de France 2 ces dernières semaines. Qui est vraiment dans de la rediff. Et alors, je sais pas, on continue de prendre les paris, mais moi, là, je pense qu'Un homme en colère risque de nous faire un 4 millions. Oui, un Statham un dimanche soir en inédit, il est tombé. Surtout qu'en face, alors, et pour le coup, c'est un film qui a pas fait beaucoup de... J'ai aucune idée, je vais regarder un petit peu... Il était sur Prime, là, il y a quelques semaines. Ils en ont fait pas mal la pub, Et c'est vrai que je sais pas... C'est quand même hallucinant. Chez nous, il a fait 400 000... 440 000 entrées seulement. Comme Geostorm, ça n'a pas marché du tout chez nous. Moi je dis ça peut être du x10, ça peut être du 3 à 4 millions dimanche. C'est marrant, les films de Guy Ritchie font jamais des entrées exceptionnelles. Je me rappelle de The Gentleman, c'est pareil. Et The Gentleman, t'es plutôt cool. Et c'est vrai que lui, du coup, alors dimanche soir, normalement, je serais en train de regarder Killer of the Flower Moon. Ah oui. Mais je serais curieux de voir les audiences vraiment. Oui, par ici. Et donc Night and Day, c'est très curieux comme choix parce que film d'action certes, Tom Cruise certes, mais c'est pas Mission Impossible, c'est pas non plus Top Gun, et ça reste un film Top Gun qui sera d'ailleurs bientôt sur Paramount+. J'ai vu qu'ils font énormément de pub à la télé en ce moment. Ils passent la bande-annonce dans tous les sens. Oui. Sur les autres chaînes, Amen, c'est le titre du film. Sur Arte, tout à fait, un film de Costa Gavras avec Mathieu Kassovitz qui avait beaucoup marqué les esprits à sa sortie en 2002. Sur C8, Touchez pas au Grisby, ça peut fonctionner avec... ça peut faire le million. Tu as fait Jean Gabin, c'était très bien. Sur W9, Alad 2. Ah tiens, on en parlait. TMC continue les inédits de New York Police Judiciaire, c'est-à-dire qu'ils vont saison 21, rappelons-le quand même. Et sur TFX All Inclusive, qui est un film nul, mais on en a parlé quand on a repris. Sur TF1, il est passé cet été, il a cartonné. NRJ12, Noël chez mon ex, téléfilm inédit. NRJ12 a acheté des téléfilms inédits, c'est pas le cas de toutes les chaînes. Et Gulli, Souvenir de Noël. Sur M6, sur Sister, Rainman. Et c'est vrai que du coup, on se dit que TF1, pourquoi aussi tente le téléfilm de Noël? Regardez Gulli, NRJ12 le dimanche, samedi c'était Sister, les chaînes de la TNT le tentent et ça marche, donc pourquoi pas TF1. Et à noter que RTL 9 va passer Les Évadés, le chef-d'œuvre de Franck Darabont, ce dimanche soir-là. Et point de vue qualitatif sur tout ce que je vous ai dit entre Un homme en colère, Night and Day, Touchez pas au Grisby. Alors, Amen, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très très bien. Mais vraiment, Les Évadés, c'est vraiment un super film. Lundi 13 novembre, sortez vos décodeurs sur TF1, Super Papa.
Et alors je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir, je me dis que ça aurait pu être sympa qu'on essaye de le voir, puisque c'est le gros téléfilm de fin d'année de TF1 avec Michael Youn. Ah oui, complètement, ouais, carrément. C'est à la suite d'un désistement, Christophe, un papa qui veut tout contrôler depuis la mort de son épouse, s'invite en classe de neige au grand désarroi de son fils Victor et de la professeure de musique Marina. C'est une sorte de téléfilm de Noël, un peu sans Noël, mais c'est vrai que si on a l'occasion de le voir en replay ensemble, peut-être qu'on pourrait le débriefer, ça pourrait être sympa. Parce que j'ai hâte de voir les audiences aussi, et notamment cette case du lundi soir où il y avait du cinéma là pendant les vacances, et où là ils font des unitaires comme ça en inédit, à voir ce que ça va donner, d'autant qu'en face, sur France 2, il y aura Sambre, qui pour le coup, là, autant sur TF1 on est sur de la comédie romantique, là c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une jeune femme qui va raconter son agression sur le bord de la route en 1988, et c'est salué par la critique, j'en entends parler de tous les côtés de Sambre. D'accord. Donc je pense que ça c'est un téléfilm. Vraiment... Ouais, c'est un téléfilm. C'est une série, pardon, c'est une série. C'est en une 6 série. épisodes. Ah oui, d'accord, okay. C'est les épisodes 1 et 2. Je pense que ça peut battre Super Papa. On sait que les Français sont quand même assez friands de ce genre de polar. Sur France 3, L'Esprit de famille avec Guillaume de Tonquédec. On l'avait pas passé, je crois, en salle, celui-là, en 2019. C'est un inédit avec François Berléand, Josiane Balasco. C'est un casting qui fait un petit peu rêver, un film d'Éric Bénard, mais qui n'avait pas marché. Je me souviens, moi, l'avoir demandé en réunion de prog, et voilà, on ne l'avait pas passé, donc peut-être que j'aurai l'occasion de le voir. C'est le réalisateur du Goût des autres, des choses simples, de délicieux. Voilà, et donc ça s'appelle L'Esprit de famille. Chute libre de Joël Schumacher sur Arte, Commissaire Magellan sur C8, et sur notre duel W9TMC, Indiana Jones et le Temple Maudit face à Avengers. Alors c'est vrai que voilà, Avengers, pendant un temps, on rappelle que les premiers Marvel étaient propriété d'M6 et que TF1 les a rachetés. On a eu Iron Man 2 qui avait très bien marché pendant les vacances de février. Et donc là, Indiana Jones face à Avengers, là pour le coup, je pense que Indiana Jones va avoir un challenger un peu plus fort que Thor Ragnarok, d'autant qu'Indiana Jones et le Temple Maudit n'est pas forcément le plus apprécié parce qu'il est assez glauque, assez fort, je crois qu'on en avait parlé récemment, mais moi personnellement... Cette dame est absolument insupportable en plus. Ouais, c'est la femme de Steven Spielberg. Ils se sont rencontrés sur le plateau. Et son personnage, en tout cas. Mais ils se sont rencontrés sur le plateau. Ils sont toujours en couple depuis. Ah ouais, dis donc. Mais par contre, pour moi, mon cœur sera. Alors, certes, j'aimerais bien voir sur TF1 Super Papa, mais sur TF1 série film avec Interstellar. Et d'ailleurs, ça pique un peu quand même quand on regarde que TF1 série film a la bonne idée d'enchaîner avec Astéroïde Impact, un vieux téléfilm, catastrophe à minuit. Donc les gens qui vont avoir fini Interstellar, qui vont dire oh ouais, génial, il y a encore un truc de science-fiction. Non. Sauvez-vous vite. Et donc on l'a dit, Creepy Monday, Insidious 3. Mardi soir, eh bien TF1, figure-toi, continue avec Harry Potter, c'est la coupe de feu. Bah oui, forcément. Mais ça pourrait s'arrêter là, parce que TF1, on verra la semaine prochaine, mais TF1 souvent aime bien soit passer 1, 2, 3, 4, soit passer 5, 6, 7, 8, mais depuis le confinement, ils n'ont jamais fait l'enchaînement complet. Donc à voir, ce sera donc le 14 novembre, avec en plus en face un documentaire sur l'Ukraine de Bernard-Henri Lévy. Ah, le fameux. Le fameux sur France 2. J'y crois moyen. Mardi soir, Canal+, le film, la séance RSS, ce sera Sage Homme. Très très bon film. Ouais, très bon film qui avait bien marché ici. On a fait une super soirée, je me souviens. Un documentaire inédit sur C8 sur Laurent Gérard. Ça peut marcher parce qu'on sait qu'il est quand même très populaire, cet imitateur. Un peu, mais oui. Il y a une époque où il était méga populaire, il y a 10 ans, mais là, c'est vrai qu'un petit peu moins. TFX, le transporteur, l'héritage. Mais surtout sur TMC, je voulais vous parler de l'Arabe dans le poste. C'est à l'occasion des 40 ans de la Marche des Beurs, où en fait il va y avoir c'est un documentaire sur la représentation des Français d'origine maghrébine à la télé. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Carrément. Énergie 12, Deepwater. Avec Mark Wahlberg. C'est vrai que c'est pas spécialement... Il y a le bon nom d'ailleurs cette fois-ci, tu te souviens qu'on avait regardé la dernière fois Deepwater, il y avait un nom derrière. C'est vrai. C'est pas forcément du cinéma qu'on imagine d'ailleurs sur Énergie 12, mais déjà, ils nous ont déjà fait le coup avec Premier Contact, donc c'est plutôt cool. Sur Gulli, je te l'ai fait regarder, je crois, l'année dernière pour Noël ou pour le jour de l'an, il y a 2 ans. C'est Peter Elliott le dragon, le live action. Qui était passé sur M6. Sur M6 le 1er janvier, ça devait être 2022. Très bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des meilleurs live action d'ailleurs de Disney. Ça m'avait beaucoup touché que tu m'avais dit que tes enfants l'avaient beaucoup apprécié aussi, que vous aviez passé un bon moment de Noël devant ce film, et je trouvais ça trop bien. Et sur Sister, Touchous avec Roger Garcia. On est fatigué. On est fatigué, en fait, vous le savez pas, mais au moment où on enregistre ça, il est tard avec José
José Garcia. Et noté sur Ciné+, Frisson, Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre, et sur Attends, t'es parti, je suis perdu. Mais je ne suis jamais bien loin. Et sur RTL9, je voulais dire, voilà, RTL9, on vous l'a dit, qui quand même se spécialise dans des films un peu plus pointus. Le 14 novembre, ce sera La Ligne Rouge de Terrence Malick. Ah oui. Donc, entre Les Évadés de Franck Darabont, il y avait Blade Runner 2049, etc. Il y a vraiment... RTL+, RTL9+. Ouais, il y a vraiment de très, 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 très chouettes films. On avance dans la semaine, mercredi 15 novembre, avec pas de film sur les grandes chaînes. Il y aura Mauvaise Foi sur Arte. Il faudra se tourner du côté de la TNT pour retrouver notamment le King Kong de Peter Jackson, qui fait 3h15 sur Sister. Bah, moi, j'ai acheté, c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté, et j'avoue que... Ouais, t'as un peu de mal. C'est long, long, et je préfère vraiment la version Skull Island pour le coup. Oui. À noter Star Trek sans limite sur ses stars, et sur un air de Noël, un téléfilm de Noël sur Gulli. Bien sûr. Sur Ciné+, premier Elvis de Baz Luhrmann, qui débarque aussi sur Ciné+. Et alors 2025 Armageddon sur Sci-Fi. Wow. Ça doit être du même genre qu'Astéroïde. D'ailleurs, il faudra qu'on refasse un petit point là sur MCM et leur nanar. Ouais, MCM qui sont tout au bout du bout de des audiences de médiamat thématiques. Et moi j'adore mettre MCM. J'ai encore fait la même à ma chérie l'autre jour. Comme j'avais fait, comme je vous ai dit une fois, je lui ai fait croire que c'était Transformers, en fait c'était Transmorphers qu'on regardait. Et là l'autre jour en zappant, je mets la chaîne et c'était Tomb Invader, la pause. Et elle voit pas, elle dit mais on ne connaît pas ce film Lara Croft Tomb Raider, c'est pas celui qui était sorti, c'est un nouveau, mais c'est quoi ce truc? Et là je dis non, et là elle a vu les effets spéciaux, elle a dit on est sur des trucs tout pourris là encore. Effectivement, c'était Tomb Invaders. Jeudi 16 novembre sur France 3, La Nonne, et non, c'est Les Ombres de Lisieux, c'est pas du tout ça. On aurait pu y croire quand on voit l'image. Non, jeudi, c'est vrai qu'il y aura toujours Master Crimes, hein, on aura les audiences, on vous les donnera la semaine prochaine, puisque à l'heure où vous nous écoutez, ça a déjà commencé, mais à l'heure où on enregistre, ce n'est pas encore diffusé à la télé, enfin, c'est pas encore diffusé, et par contre sur M6, il va y avoir, je suis vraiment surpris de le voir déjà en salle, mais ça fait pile 20 mois, il va y avoir 355. Que t'avais bien aimé, toi. De Simone Kinberg, que tout le monde a détesté, mais moi j'ai passé un bon moment. Tout le monde détestait. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça un petit peu banal. Mais voilà. Non mais c'est banal par contre. Et c'est un bien gros mot de dire que j'ai bien aimé. Mais c'est un film d'action qui met à l'honneur les femmes. Et c'est quand même bien mieux que les Charlie Angel où en fait. Que Ocean 8 là, qui était sorti. Et tous ces Charlie Angel en fait où en fait c'était tout sauf féministe etc. Et là j'ai trouvé ça assez original. J'ai adoré le casting. Et j'ai vraiment envie de le revoir. Et je suis vraiment content de me dire qu'il va passer sur que M6. Le diffuse comme ça en prime time, et c'est assez amusant de se dire qu'il est sorti je me souviens c'était le premier film de 2022 à être sorti donc ça fait pile 20 mois là vraiment M6 ils ont sauté sur l'occasion plus que pour Kaamelott, ça peut être un peu surprenant. Oui, c'est vrai, ça. Mais on verra les audiences, on verra ce que c'est. Kaamelott, il fallait attendre vraiment la bonne case, je pense. Ouais, et alors sur W9, en prime time, Undo Stress, New Generation. Le fameux. Ouais, alors on rappelle que c'était une série Undo Stress sur M6 en fin d'après-midi, dans les années 2000. J'étais au lycée, je me rappelle, j'avais plein de copines qui disaient « Tu regardes Undo Stress ?» Bah non, je suis désolé. Et ben figurez-vous que ça marchait très très fort, et donc il y a la suite avec Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, en fait c'est des acteurs de l'époque, qu'on n'a jamais revus d'ailleurs ailleurs que dans Undo Stress. Bah peut-être en Espagne. Et c'est vrai que du coup, W9 qui nous passe ça de 21h05 à 1h30 du matin. Ah la vache. Ah oui, je suis pas sûr qu'ils y croient des masses. Alors à la base, si ma news ne se trompe pas, la série était prévue pour être un fer de lance de Salto. Oui, c'est ça, parce que Salto, c'est chez nous. Mais oui, c'est vrai, c'était à faire de lance de Salto, t'as raison. Et vu que Salto a été arrêté, du coup ils sont obligés de les diffuser quelque part. Alors il y aura toujours le grand jeu du Club Dorothée sur Gulli, bien sûr, on a hâte de voir ça. C'est ce jeudi là. C'est ce jeudi, vous l'avez vu hier peut-être. C'est hier pour vous, mais nous on est encore dans les fantômes du passé. Taxi 2 sur TMC, ce qui devrait marcher aussi. Star Wars épisode 5 sur TFX. Family Man sur TF1 série film. Après, il faut avouer qu'on vit dans une belle époque où on peut avoir quasiment tous les 6 mois, 1 an, la saga Star Wars à la télévision. Nous, on a vécu à une époque, quand on était gamin, adolescent, Star Wars c'était impensable. C'était sur M6 une fois tous les 5-6 ans. Et donc Family Man sur TF1 série film avec Nicolas Cage. Le Viager, un film français avec de Pierre Tchernia avec Michel Serrault, je sais pas si ça te parle, mais en fait ils achètent une maison en viager, et puis en fait il meurt pas. Tous les gens qui achètent meurent et lui ne meurt pas.
Et alors, un gros coup de cœur pour Chérie 25 avec Le mariage de mon meilleur ami. C'est une de mes comédies romantiques préférées. Avec Cameron Diaz et en fait Rupert Everett, d'ailleurs qu'on voit assez peu à la télé, au cinéma depuis des années. Rupert Everett qui en fait est en couple avec... sa meilleure amie c'est Julia Roberts. Et il va partir à l'étranger, il va rencontrer Cameron Diaz, il va lui annoncer qu'il va se marier avec elle. Et en fait, Julia Roberts se rend compte qu'elle était amoureuse de lui. Et c'est une super comédie romantique, 13 années 90, hein. Mais j'adore. Mais je répète, hein, le 16 novembre, vous pouvez voir 355, Taxi 2, Star Wars épisode 5, Family Man, Le Viager, Le mariage de mon meilleur ami. Et sur TF1, on aura Camille Combal. Et on aura Camille Combal de nouveau à 23h après Master Crimes. Donc Master Crimes, ça peut être une bonne manière de lancer Camille Combal. Sur Paris Première, je voulais vous le dire aussi, il y a L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. C'est quand même pas rien. Et enfin, le vendredi 17 novembre, avec la Starac qui est avancée au vendredi parce que je crois qu'il doit y avoir un match de foot le 18 c'est fort possible, le 18 novembre. Après, pourquoi pas tenter ça un vendredi finalement. Ouais, c'est clair. Donc, oui, c'est ça, c'est France-Gibraltar qui sera diffusé. Gros match. Qualification. Qualification, mais on est déjà qualifié. Gibraltar est une des dernières nations d'Europe. Ça peut bien nous faire un 5-6-7-0 le samedi soir, mais en tout cas, donc la Starac passe le vendredi face à Astrid et Raphaël. Pas forcément une très bonne. Ah oui, par contre, c'est vrai que les concurrents sont pas les mêmes du coup. Ouais, tout à fait. Nos Terres Inconnues sur France 3, qui va en Guyane pour cette émission. Nos Terres Inconnues, c'est toujours en France, mais là, pour le coup, c'est de la France à 10 000 km de chez nous. Pas de blockbuster de Canal le vendredi soir, parce que c'est le spectacle de Kian Kojandi, une bonne soirée. Garde à vue sur France 5, un chef-d'œuvre de Claude Miller. Sur Arte, Les Enchantés, qui est un téléfilm inédit qui peine un petit peu à décoller. Matrix Résurrection sur TMC le vendredi soir, Boule et Bill 2 sur TFX. Alors là pour le coup 2 chaînes du groupe TF1 qui se font pas de concurrence, parce que entre Matrix Résurrection et Boule et Bill 2 ça devrait une invitation inattendue pour Noël, organiser le Noël parfait, un Noël émouvant, Noël à tout prix. Ça c'est TF1 série film. Ouais, mais à 22h40 vendredi soir, il y a un Noël à tout prix. C'est celui dont je vous ai parlé en recommandation, que j'aime trop. Noël à tout prix avec Lacey Chabert, Wes Brown et Stephen Tobolowsky. Et ben c'est pas exclu que je le regarde. Et on terminera par Gulli avec Crocodile Dundee 2. Et sur RTL 9, RIPD, Brigade Fantôme. C'est pas terrible, mais encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on aime RTL 9, parce qu'il peut y avoir la ligne rouge et puis RIPD, Brigade Fantôme, que d'autres chaînes ne diffusent pas. D'ailleurs, il y a un 2 et je le savais pas. Oui, il y a un 2, mais alors c'est un téléfilm et c'est vraiment pas bon du tout. Et à noter d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, que le 11 novembre à 23h, Canal+ va diffuser La Tour pour la première fois en inédit à la télé. Et je l'ai jamais vu et j'ai hâte de le voir. Et c'est ainsi que s'achève notre émission de Critflix sur ce programme du 17 novembre, une émission qui aurait été bien cool, on a raconté plein de choses. Carrément, il y avait plein de trucs à vous dire, vraiment merci beaucoup, il y a énormément de choses à voir encore à la télévision, et pas que des films, cette fois-ci on s'est arrêté sur plein d'émissions différentes, des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire, donc encore une fois, sortez vos décodeurs, regardez la télévision, que ce soit par MyCanal, par Molotov, parce que vous voulez, je suis un peu déçu d'ailleurs, Molotov, on peut pas regarder les chaînes du groupe DF1 et du groupe M6 sans payer l'abonnement. Et ça c'est un peu embêtant. Ah bon? Ouais, la dernière fois je l'ai installé sur la télévision et en fait au moment où j'ai voulu lancer une chaîne du groupe TF1 ou une chaîne du groupe M6, il y a un petit cadenas et il faut payer 2,99 par mois pour avoir accès à ces chaînes là. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, ça ne nous empêche pas de regarder la télé en direct de plein de façons différentes. Merci beaucoup David pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On ne le répète jamais assez, venez nous rejoindre sur Instagram, venez nous rejoindre sur Twitter et surtout parler de nous autour de vous. À très bientôt, la semaine prochaine, de toute façon, vendredi prochain. Vendredi prochain. Et voilà, à vendredi prochain, salut!